Alors, bonsoir, j'espère que cette fois-ci ça fonctionnera. Bonsoir Myriam, j'espère que ça va en Suisse, tout se passe bien. On va parler un petit peu de... On va parler de Maître Gims et de sa sortie au niveau de... Bonsoir Océane. Bonsoir Nadia, j'espère que vous allez bien. Ah, il y a Samba qui est là. Samba aussi qui va nous rejoindre, qui est un journaliste. Ça me fait écho à ce qu'on disait, Myriam, la fois dernière, où on parlait de la population africaine. Et je disais que en Afrique, il y avait principalement que des personnes noires. Tu me disais, oui, mais non, il y a eu des migrations, etc. Mais, attendez, en même temps, voilà, faut que j'invite mes invités. Bonsoir Polo. Bonsoir Samba. Bonsoir. Ah, Bonsoir. Samba et Gamal sont présents. J'espère que vous allez bien. Bon, Sinon, tout le monde est là, c'est impeccable. Je suis dans le salon, tu fais pas de bruit, d'accord? Bonsoir à vous deux. Alors, Je travaille. merci à Gamal qui était là au début de mes lives et je tiens à le remercier d'être toujours présent, toujours répondre, sauf le week-end, hein, bien sûr, parce que priorité aux enfants. Et aussi à Samba qui était déjà venu aussi pour parler du film Athéna. On avait pu échanger autour des questions d'immigration, de films toujours qui vont à l'encontre des personnes racisées. Voilà. Donc très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de Maître Gims et sa sortie à propos de l'Afrique, parce qu'on occulte aussi ce qu'il avait dit sur l'Afrique aussi, hein, et sur le paternalisme français. Alors que c'était intéressant. Et également aussi, on parlera aussi du Ramadan, des joueurs de football professionnels en Ligue 1, qui fait couler beaucoup d'encre et apparemment ça pose des problèmes en termes de performance, alors qu'il y a 10 ans, 5 ans, déjà, je ne sais pas comment on peut savoir qui fait le ramadan ou pas. Je ne sais pas si c'est obligatoire clair. de le mentionner. Il y a des gens aussi qui observent, comment on appelle ça, le jeûne. Il y a des églises évangélistes qui font aussi le jeûne, le carême, merci, le carême. Donc ça pose pas de problème. Bon, ça on en rediscutera. Et pourquoi pas à la fin parler aussi du film de Nawel Madani. Je ne sais pas si Gamal ou Samba, vous avez la possibilité, on aura le temps, mais c'est intéressant d'en parler puisque ça arrive. C'est pas anodin qui sortent maintenant, pendant le mois du Ramadan, avec tous ces critères-là et toutes ces démarches-là, mais bon, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. On va commencer par Gabal. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et ensuite je pense commencer par la première question et puis après Samba pourra répondre également. Alors qu'est-ce que pour vous quelle est la signification de cette sortie de Maître Gims et aussi ce décharnement contre Maître Gims qui était un chanteur populaire français qui était aimé de tout le monde, mais là apparemment c'est pas bien qu'il parle de certaines choses que beaucoup d'Africains pensent. Bonsoir pour commencer. Merci pour l'invitation. Plaisir. Bon, très rapidement, j'ai Gamal Abina, donc j'interviens assez régulièrement sur les médias nationaux et internationaux. Je travaille avec France Maghreb 2 et avec Beurre FM. Je travaille aussi je travaille beaucoup avec RT France et AL24 News, une chaîne internationale algérienne. Je travaille avec Al Jazeera, l'Arabia et tout un peu de médias internationaux étrangers et autres d'ailleurs. Il y a une liste un peu trop longue. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et parallèlement à ça, oui, donc sur ces questions par rapport à cette sortie de Maître Gims, il y a plusieurs éléments qui ont été dits, Salif. Un premier élément intéressant, en l'occurrence, mais j'ai pas vu ce passage-là, sur la question du discours paternaliste et néocolonialiste. Bon, ça, là-dessus, on peut qu'adhérer, parce qu'évidemment, il y a un discours paternaliste, très néocolonialiste, occidental, et français en particulier, qui se positionnent comme des gens qui donnent des leçons, qui se croient supérieurs, parce qu'il y a toujours ce culte de la race qui est dans l'inconscient de certains, pas tous, évidemment. Et l'autre question qui intervient dedans, c'est surtout la question liée on parle bien de racisme, c'est-à-dire que les races supérieures inférieures, toute cette idéologie développée par Arthur de Gobineau, c'est lui qui a fait un traité sur l'inégalité des races au XIXe siècle, et bien
tout ce racisme scientifique et réfléchi et structuré qui a permis la destruction des peuples entiers en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Faut jamais oublier que l'Amérique du Sud a subi aussi le racisme sauvage des Espagnols et des Portugais. Eh bien, cette idéologie est restée en termes paternalistes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée qu'on se dit que d'un côté les Arabes sont fourbes et voleurs, et de l'autre côté les Africains sont de grands joueurs, de grands enfants, un petit peu limités et incapables de prendre leur destin en main. C'est ça la question. C'est-à-dire que nous sommes tellement merveilleux, tellement intelligents, on l'a vu pendant le Covid, que les peuples inférieurs devraient être par nous éduqués. Ça a été dit par Ferry en son temps, au début du siècle dernier, et ça en dit long sur la perception qu'ils ont des Africains. Et la réponse apportée par Maître Gims sur la question du néocolonialisme, c'est une réponse qui est juste, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, après, il y a des rapages. Alors, le problème de cet homme, c'est que c'est un chanteur, un rappeur, si je ne me trompe pas, enfin, tout dans le genre, quoi. Je connais pas vraiment ce qu'il fait, parce que ça m'intéresse pas du tout, ce genre de musique, de la génération 2000, quoi. Mais, ce qui est intéressant chez lui, il y a une qualité et un énorme défaut. La qualité, c'est qu'il a réinvesti dans son pays d'origine. On ne peut que lui savoir gré de cela, parce que, qu'un homme de cette notoriété montre l'exemple, c'était nécessaire et c'était fait de belle manière. Là-dessus, chapeau. Je peux dire que du bien de ce monsieur par rapport à ça. Après, il y a eu plusieurs dérapages. C'est pas le premier. Comme les musulmans, si je ne me trompe pas, il y a eu l'histoire de se dire que on ne doit pas fêter le Nouvel An ou Noël parce que les musulmans ne reconnaissent pas. Ou bon, là, on est parti sur un autre délire, à savoir que des fêtes qui sont totalement païennes aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont jusque-là des prétextes pour se retrouver en famille, les condamner au nom d'un rigorisme musulman, ça n'a pas de sens, puisque l'islam a protégé les trois religions qu'on appelle les religions du livre, Al-Kitab, donc les religions du livre. Elles étaient protégées et on respectait leur culte. On le voit bien au Liban, on le voit bien en Irak, on l'a vu en Irak à l'époque et en Syrie. Cette tolérance, c'est même pas une tolérance, c'est acceptation, parce que la tolérance est un terme gênant aussi. C'est pas la tolérance, c'est l'acceptation du respect, c'est ça qu'on doit utiliser comme ça, mais pas la tolérance. La tolérance, c'est toujours sur plus supporter, alors que là, on parle d'acceptation, a été perdue, malheureusement, à la suite des colonisations. Mais on doit rester dans une logique de dire, l'acceptation des religions monothéistes doivent être non seulement acceptées, mais en plus protégées, voilà, simplement. Donc cette rupture qu'on veut organiser et qui a été faite par d'autres, on peut pas y répondre. Et l'autre aspect, c'est un aspect beaucoup plus lunaire, qui tient d'une idéologie qui est née au Sénégal, si je ne me trompe pas, c'est Cheikh Anta Diop qui a développé l'idée selon laquelle, alors c'est très discutable, mais on peut en parler en détail, les Égyptiens, du nord au sud en substance, seraient les inventeurs de la civilisation, ce qui est vrai, et seraient tous noirs, ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a les Égyptiens. L'Égypte, à l'époque, c'était la haute et la basse Égypte, donc il y a une civilisation noire égyptienne, alors noire dans le sens raciste du terme occidental, donc parce qu'on est tous en réalité bronzés, mais il y a bien une civilisation de la haute Égypte, donc dans le sud de l'Égypte, qui a fait naître plus de 300 pyramides et qui était une civilisation prestigieuse, ce qu'on appelle les Soudanais aujourd'hui. Donc cette civilisation brillante, comme les Éthiopiens avec la reine de Saba, comme tout un tas de civilisations qui étaient à l'époque extrêmement puissantes, on crée une civilisation, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Cheikh Anta Diop, il veut faire monter la civilisation égyptienne en mélangeant tout, le nord, le sud, l'est et l'ouest, en disant, voilà, ce sont les Noirs qui ont tout fait. Les Noirs ont participé largement, évidemment, mais le nord de l'Égypte, c'est plutôt des berbères, entre guillemets, hein. Pas le bon terme, mais bon. Ne sont pas blancs, évidemment, ça va de soi, mais ne sont pas plus noirs. Ils sont mélangés. C'est-à-dire que c'est vraiment des populations qui se mélangeaient parce que c'est la Méditerranée qui voulait ça, avec les Grecs, avec tout le reste, avec les Orientaux, avec les Nord-Africains. Et ils ont construit aussi une civilisation importante. Pas plus importante que la Haute-Égypte, hein, loin s'en faut. Une civilisation. Donc cette idéologie kémite, c'est comme ça qu'ils appellent ça les peuples kémites, se veut un petit peu suprématiste. Et malheureusement, on tombe dans le travers inverse. On essaie de montrer que parce qu'on a été réduit à l'esclavage et détruit, je parle tous, autant que nous sommes, nord-africains, c'est du pareil au même. On a tous eu le même traitement, la barbarie coloniale. Donc l'esclavage colonial, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein, on travaille pour un coup de fouet. Eh bien, on voudrait tout mélanger. Et on voudrait dire, nous, les Noirs africains, on est supérieurs. Il ne veut rien dire. Moi, je réfute toujours l'idée selon laquelle un peuple est supérieur à un autre, c'est stupide. Il n'y a aucune supériorité. On a eu une civilisation extraordinaire en Afrique, indiscutablement. Mais si on se positionne comme ça, on se trompe de débat. Après, c'est un réflexe de défense que je comprends. Par contre, là où il a vraiment, vraiment dérapé, c'est qu'au-delà du fait qu'il veuille revendiquer la totalité de l'Égypte, ce qui, bon, à la limite, c'est pas très grave, hein, on l'a vu dans le clip de Michael Jackson, Remember the Time, où effectivement, l'organisateur a choisi de mettre les Noirs en avant. C'est très bien, ça. Alors oui, c'est pas interdit, au contraire, parce qu'il y avait bien les Noirs, hein, dans le nord de l'Égypte aussi, c'est pas le problème. Mais il n'y avait pas à ce moment-là. L'esclavage, c'était pas racialisé. L'esclave, c'est quelqu'un qui était faible, c'est tout. Alors les Noirs étaient forts à ce moment-là. Eh bien, il est allé
tellement dans le délire qu'il a fini par réécrire une histoire à dormir debout. Dans l'Égypte aurait inventé l'électricité, du moins aurait domestiqué l'électricité dans l'extrémité des pyramides qui capteraient les charges électriques et qui les aurait utilisées pour l'éclairage. Et plus encore, il a parlé du peuplement de l'Europe par ce qu'il appelle des Afro-Péens. Bon, c'est une sorte de néologisme un peu délirant qui ne veut rien dire. Alors évidemment que l'Europe a été peuplée par des gens du Sud, évidemment noirs, mais il y a très très longtemps. Évidemment que les premiers peuples européens étaient noirs, évidemment. Et un peuple venait d'Asie, évidemment. C'est un mélange permanent, la Méditerranée. C'est un croisé civilisationnel et un croisé de peuples. Mais de là à essayer de racialiser, c'est ça le problème qui se pose avec lui, racialiser le débat en disant l'Égypte, c'est à nous, l'Europe, c'est à nous, on a tout inventé, là ça devient ridicule. Moi, en tant qu'arabe, je dis on n'a pas inventé la télévision, ni les fusées, ni même le voyage dans l'espace, parce que les Arabes ont pris du retard comme les Noirs africains. On a pris du retard. On rattrape ce retard, et tant mieux. On commence à avoir comme des niveaux extraordinaires en termes scientifiques, mais on avait pris beaucoup de retard, parce que la barbarie coloniale nous a interdit le développement. Donc avant cette barbarie coloniale, nous dominions le monde. Nous, les Africains, je veux dire, au sens large du terme. Que ce soit la Mésopotamie, que ce soit l'Égypte, là je parle du Moyen-Orient, que ce soit évidemment les Soudanais, l'Éthiopie qui est un immense empire, hein, c'est 6000 ans d'histoire quand même, c'est pas rien. Mais de là à transformer ça, à travestir la vérité en disant des bêtises pareilles, parce que c'est ça des bêtises, j'ai envie de dire à ce monsieur simplement qu'il devrait chanter, qu'il continue à faire ce travail, qu'il investit dans son pays, il a raison de le faire, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne donne pas ce genre de stupidité aux jeunes parce que ça donne un sentiment ridicule de réécriture de l'histoire forcée. Les Occidentaux essaient d'effacer notre histoire, c'est ridicule, mais de faire l'extrême inverse en créant une histoire qui n'existe pas, c'est aussi ridicule. Nous n'avons pas inventé l'électricité, c'est évident. Nous n'avons pas domestiqué l'électricité ni en Mésopotamie, ni en Égypte, ni en aucun endroit d'Afrique. Ça a été fait en Occident, c'est évident. Et de dire que c'était déjà le cas à l'époque, c'est ridicule. La science, la médecine, oui, mais pas ça. Donc c'est ce qu'on peut lui reprocher. D'un côté, un discours intéressant en rupture avec le néocolonialisme paternaliste, et il a raison là-dessus. De l'autre côté, de réponses ridicules qui ne correspondent pas à la réalité de notre histoire, qui est une histoire plus riche que cette caricature de l'histoire d'électricité où il fait tourner en imbécile, en ridicule, parce qu'il est entendu par des jeunes qui vont finir par croire ce genre de proposition. Très bien. Samba, est-ce que tu peux te présenter et rebondir sur ce qui a été dit par Gamal? Alors, petite chose, il y a Eva qui dit comment ça se fait qu'il y a des pyramides au Soudan, mais je crois que tu as répondu, Gamal, il me semble. Oui, tout à fait. Tu as déjà Il y répondu. en a plus de 300. D'accord, donc. Immense civilisation. Immense civilisation. Eva, voilà ta réponse. Et il y a Fatma qui dit que Gamal essaie de te rapprocher un peu du micro parce qu'on n'entend pas très bien. Alors, je vais sortir les oreillettes parce que c'est les oreillettes qui posent problème. D'accord. D'accord. Bonsoir Samba et encore merci d'être là, Ah. deuxième fois, avec plaisir. Qu'est-ce que tu peux dire de ce qui a été dit par Gamal et sur ce que j'ai pu poser comme question? Alors, après, je suis un peu gêné par certains aspects de l'intervention de Gamal. Parce qu'en fait, c'est que je trouve que je te trouve un peu aussi radical d'une certaine manière et que je veux dire que dire en fait comment dire, Cheikh Anta Diop et le kémitisme, c'est pas il y a pas un trait d'égalité, c'est-à-dire qu'on peut pas dire en fait Cheikh Anta Diop il a écrit un livre où dedans son propos c'est pas de dire que tous les Égyptiens, tous les pharaons étaient tous noirs. Le propos c'est l'origine nègre des civilisations, l'origine égyptienne des civilisations nègres en fait. C'est le titre du livre, c'est Nation nègre, civilisation, c'est-à-dire il refait la généalogie, le lien entre toutes les populations africaines subsahariennes qu'on connaît et l'Égypte antique, en disant qu'elles sont liées. C'est ça le propos principal, c'est de dire en fait l'histoire des Africains commence pas au moment où les Européens arrivent. On peut retracer linéairement les populations noires africaines avec l'Égypte antique et il fait ce lien que tu as précisé, voilà, entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan,
et l'Égypte pharaonique qu'on connaît, il fait Dis-moi. le lien en disant, bah, en fait, l'origine de la civilisation est de là-bas. Et ce qui est dans un sens aussi logique parce que bah, l'origine de la vie sur Terre, elle est plus dans cette zone-là de l'Afrique que vers le nord de l'Afrique. Et que ensuite, cette civilisation-là a donné naissance à la civilisation égyptienne qu'on connaît. Et, euh, et ensuite, on peut pas mettre dans le même panier. Pourtant, moi, je suis loin d'être ce qu'on peut appeler un clémitiste. Je suis aussi pas mal embêté par le radicalisme que montrent certains, par le sectarisme que certains peuvent montrer, notamment envers les Africains qui bah, adopteraient d'autres religions que les religions ancestrales, selon eux. Mais on peut pas tous les mettre dans le même panier. Et, et juste une précision, je pense pas qu'on puisse dire non plus que le kémitisme, ça vient du Sénégal. En fait, c'est des va-et-vient assez importants entre le continent africain et même le continent américain. On peut aussi trouver des racines aux États-Unis où il y a eu un fort mouvement bah, lié aussi à ce mouvement Back to Africa, etc., où on a beaucoup travaillé, au final, plus travaillé aux États-Unis, dans un premier temps, en tout cas, sur les travaux de Cheranta Diop qu'en Afrique même. Et en fait, il y a un mouvement de va-et-vient entre les diasporas noires en dehors de l'Afrique et les Africains du continent. Il y a des scientifiques qui ont travaillé avec Cheranta Diop, qui ont produit des travaux scientifiques. Il y a le professeur Théophile Obenga qui était son assistant et qui a fait des travaux sérieux. Vous pouvez aller à Présence africaine et trouver des livres très sérieux là-dessus. Donc, on peut pas rejeter tout d'un bloc et dire, en fait, finalement, c'est tous une bande de fanatiques ou de suprémacistes qui pensent que On n'entend Ah, plus. il y a un problème là. Je crois qu'il a dû. C'était intéressant ce qu'il était en train de proposer. Je crois que. ouais. Est-ce que c'est bon? Ah, là, Impeccable. c'est Excusez-moi. bon. Ouais, donc voilà, je suis un peu gêné qu'on mette. Et en fait, c'est aussi ça le problème, c'est-à-dire que euh, en fait, Maître Gims, comme tu dis, voilà, c'est pas un spécialiste, c'est un artiste. C'est, on va dire, en tout cas sur cette question-là, c'est une personne lambda, quoi, qui ben, a dû regarder des vidéos, regarder des conférences, voilà, picorer comme ça des informations et après les distribue voilà, de manière un peu désordonnée. Les chiffres sont un peu farfelus, etc. Donc, c'est ça le problème. Moi, ce que je note, alors, bon, excuse-moi, il faut que j'aille ouvrir la porte. Tu peux reprendre, Salif, je finirai après. Excuse-moi. Alors, on va laisser reprendre Gamal, mais effectivement, c'est vrai que j'ai regardé un peu ce que disaient les égyptologues, historiens européens, occidentaux. Ils disent que il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'éléments, alors que sur la transmission africaine, on est plus sur l'oralité. Donc, effectivement, il y a une sorte de dissymétrie entre ce qui peut être dit et ce qui peut être, surtout en Europe. Moi, je me souvenais quand j'étais en cours d'histoire, mon père, il me disait, écoute tout ce qu'ils te disent, mais c'est pas la vérité. Ça veut dire que, effectivement, nous, quand on avait des cours d'histoire, on parlait de colonisation ou d'esclavage, la prof se tournait vers moi, elle me dit, bah, ah, pas vrai, Salif. Moi, dans ma tête, j'étais en sixième, cinquième, j'avais pas l'aplomb, alors que j'avais pas l'aplomb pour lui dire, madame, tout ce que vous dites, c'est des salades. Mais nous, dans notre transmission orale qu'on avait avec nos oncles, avec nos parents, ils nous disaient, c'est pas vrai, ça c'est pas comme ça. C'était approximatif. En réalité, la transmission à l'oral, ça manque de dates, d'éléments, et que moi, je vais pas vous mentir, hein, quand j'ai entendu ça de la part de Maître Gims, j'ai pas crié au loup, j'ai rien dit, je me suis dit, bah, écoutez, et puis Nation Nègre et Culture, c'est le premier livre que j'ai lu de toute ma vie. C'est le premier livre où on me dit, écoute, lis pas toutes les rares sottises, c'est le premier livre qu'on dit de lire.
Et donc, on a l'impression, alors je vais revenir sur une question, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les historiens, les égyptologues ou les partenaires de spécialistes minimisent l'impact des Africains dans l'histoire de l'humanité? Est-ce que vous n'avez pas cette impression? Et justement, avec ceci, les gens qui ont 40 ans ou les jeunes qui sont afrodescendants n'ont pas cette impression qu'à chaque fois, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut inventer, c'est minimisé ou c'est spolié ou c'est volé. Et dans ces cas-là, on peut après avoir des réactions comme Maître Gims, c'est se dire, écoutez, arrêtez de nous prendre pour des truffes. Hein, on avait la médecine, on avait l'astrologie, enfin voilà, il suffit de se renseigner un tout petit peu pour savoir que en Afrique, et je parle du nord au sud, hein, comme disait Kamal tout à l'heure, je fais pas de distinction entre les Africains, on a tout ce qu'il faut et on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous tape dans l'épaule. Ah non, ça a été découvert par Edison, ça a été découvert par telle ou telle personne. Donc, est-ce que c'est pas légitime d'avoir ce genre de réaction de la part d'un artiste, un rappeur en plus, et qui est suivi par 2 millions de personnes, et que ma foi, il y a pas mal de personnes qui trouvent qu'il n'a pas trop tort. Je vais déjà répondre à la première partie, Vas-y. peut-être. Je t'en Alors, prie. déjà, j'ai pris les raccourcis très gros, hein, donc je vais affiner un peu la voilure. Évidemment, cher Randagab, quand il dit ça, il crée le lien qui est réel, il n'y a pas de discute, qui est organique, parce qu'il n'y a pas de distinction entre le nord et le sud de l'Égypte, évidemment. Il crée ce lien de dire que la civilisation égyptienne est aussi née, évidemment. Mais à l'époque, on appelait ça subsaharien, aujourd'hui, ça n'existait pas. Je prends un exemple très concret. Comment on peut qualifier de subsaharien un Marocain? Toute la côte marocaine est verte et irriguée. Donc les subsahariens, comme on les appelle aujourd'hui, qui ne sont pas sous le désert au Maroc, puisque c'est une côte verdoyante, ont voyagé du nord au sud. Il n'y avait pas de séparation physique avec un désert. C'est plus difficile avec l'Algérie, on ne traversait pas le désert. Mais sur la côte, on le traversait parfaitement. Il y avait des migrations de population, ce qui explique d'ailleurs que sur beaucoup de peintures, beaucoup d'icônes en Afrique du Nord, existe évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon excessive, les subsahariens pour distinguer du nord, ce qui est ridicule. Le nord n'est pas blanc, que ça rentre dans la tête des gens. Alors moi, la problématique par rapport à Charles Diop, c'est pas tellement ce qu'il écrit, parce qu'effectivement, ce qu'il écrivait avait du sens. C'est une réaction à de la propagande occidentale qui se comprend. Ce qui me pose problème, c'est le mouvement kémite, et là, par contre, je suis radical et je veux l'être, qui a une lecture très racialisante, très suprémaciste des rapports entre les Africains. Et moi, je dis bien entre les Africains parce que quand un président imbécile comme le président tunisien va nous balancer les subsahariens nous envahissent et il nous a servi l'idéologie crasseuse de Renaud Camus, je ne peux pas l'accepter. Il oublie que lui-même est africain, ce qui est inacceptable. Pas parce qu'il a moins de pigmentation qu'il n'est pas africain. Il est africain qu'il le veuille ou non. Quand on essaie de distinguer, on veut racialiser le débat dans les pays d'Afrique du Nord en disant les Arabes seraient blancs, j'ai vu ça récemment, c'est ridicule. Ou les Berbères seraient blancs, mais parce que si un Touareg est blanc, moi je suis le pape. Je dis c'est comment stupide. Les Berbères sont noirs au départ. C'est comme ça. Les Berbères, ils viennent de Mauritanie, ils viennent de les pays des morts, des mauresques, qui ont la peau sombre, ils n'ont pas la peau claire. Ils ont un visage d'Africain. Mais il y a tellement d'Afrique et tellement d'Africains sur un continent qui fait 1,2 milliard d'habitants et qui est le plus grand continent de la Terre, évidemment, qu'il y a des diversités considérables sur un plan physiologique, mais ce sont les mêmes peuples. Je veux dire, le même continent. Ensuite, pour répondre à la question par rapport à ces dérives, au-delà même de ce qu'a écrit Sherazade Diop, qui est une base idéologique, qui effectivement, il y a cette migration aux États-Unis, parce que c'est là-bas qu'ils ont apporté cette idéologie, qui arrive après, évidemment, au Libéria. On a vu la catastrophe que ça a été, le Libéria, quand les Noirs américains arrivent au Libéria, où ils se comportent malheureusement comme des colons, faut pas l'oublier. Les guerres du Libéria sont pas un hasard. C'est pour les pays indépendants d'Afrique, avec l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée, et bien cette indépendance, il leur a coûté cher. Et Marcus Garvey, pour revenir sur d'autres idéologues, qui par ailleurs avaient des idées intéressantes, la remigration des Africains américains en Afrique, créer une nation indépendante et libre, c'était une bonne idée. Les méthodes utilisées sont discutables. Il a quand même fait des liens avec l'extrême droite pour massacrer des étudiants africains pour qu'ils partent en direction de l'Afrique de force, quasiment. Alors ça, on peut en discuter. Mais l'idée est intéressante. Maintenant, il y a des méthodes qui sont pas bonnes. Moi, ce qui me pose problème, c'est le suprémacisme, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, hein. Qui viennent des Arabes, des Berbères, des Chinois ou des Africains. Quand on a un rapport à l'autre qui va emprunter à cette idéologie crasseuse européenne occidentale qui est née en Espagne, de la controverse de Valladolid, qui se demandait si les êtres humains étaient humains ou pas parce qu'ils se convertissaient, c'est ça qui a commencé à créer le racisme. On se demande si un homme est un être humain. C'est comme ça qu'on a comme ça. Eh bien, que ce soit les Noirs, les Arabes, les Asiatiques ou les Sud-Américains, on était considérés comme des animaux. On n'était pas les êtres humains. C'est ça la question qui se posait. Donc quand on arrive là, effectivement, et qu'on essaie d'inverser la voilure en changeant les termes du débat en disant finalement l'Égypte c'est totalement été créée par les Noirs africains ou les Blancs ou je sais pas quoi, je suis pas d'accord. Je vais prendre un exemple très concret pour revenir sur la question égyptienne. Les Occidentaux, qui sont des menteurs de très haut niveau, il n'y a pas de problème là-dessus, nous ont inventé un concept qui était pas mal, c'est de faire croire que l'Égypte serait créée
de rien et aurait été plus ou moins influencée par d'autres civilisations supérieures, et que la Grèce antique, qui est le produit d'Égypte, hein, je le précise, la Grèce est le produit d'Égypte. Il y avait des échanges continus entre les Égyptiens et les Grecs, et les Grecs ont emprunté beaucoup la civilisation égyptienne. Quand je dis le bassin méditerranéen est un creuset civilisationnel, c'est pas parce qu'il y avait des génies sur place, c'est pas ça la question. Pourquoi est-ce que des régions sont développées plus vite que d'autres? En Europe, c'était les arriérés. Bah parce qu'il n'y avait pas de communication, de connaissances. Parce que le Méditerranée, c'est des invasions permanentes, donc des échanges permanents. On était tous très proches. Et ces échanges permanents d'est en ouest, du nord au sud, ont fait que la Méditerranée s'est développée. Ce que d'autres régions enclavées, comme l'Angleterre, où c'était dormir dans des grottes, où c'était tous des barbares, ou en Allemagne, où ils se mangeaient entre eux. Il y avait quand même en Allemagne, enfin, je parle de ce qui précédait l'Allemagne, avant les Prussiens encore, les peuples nordiques de ces régions-là étaient anthropophages. Hein, les gens ne savent pas ça. C'est là qu'on a mangé les hommes, c'est pas ailleurs. Eh bien, quand ces civilisations ont commencé à emprunter nos civilisations, cette culture commune africaine et orientale qui s'est développée avec l'Asie aussi, eh bien, à ce moment-là, ils ont su capitaliser sur ce qu'on avait déjà créé. Tous les fondamentaux scientifiques sont nés là-bas. Par contre, je ne peux pas accepter une stupidité comme quoi, par exemple, on peut aller loin, on va dire qu'il y avait la télévision en Égypte aussi, ou en Mésopotamie, enfin, c'est stupide, où on aurait des tours de 300 mètres de haut. Ça tient pas la route, il faut être un peu raisonnable. C'est-à-dire, quand on dit qu'on a créé la science fondamentale, on l'a créée. Et moi, je tiens à rappeler chaque fois aux frères africains ou arabes de se modérer sur les excès. Évidemment, quand on dit qu'on a tout fait, c'est pas possible. On a fait le fondamental, mais surtout de dire une chose. C'est pas la peine de s'inventer un passé noble, il est noble le passé. La civilisation de la Haute-Égypte, donc noire totale, à cette fois, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de blanc dedans, à construire plus de pyramides que la Basse-Égypte. La Haute-Égypte est en dessous, je le précise. Parce qu'on parle de Haute-Égypte par rapport à l'arrivée du fleuve. Et la Basse-Égypte, eh ben, ils ont fait quelques pyramides, mais c'est pas là qu'on faisait le plus de construction, c'est pas là où ça brillait le plus. C'est en Haute-Égypte. C'est du côté d'Assouan, c'est du côté évidemment de toutes ces régions-là. On parle d'Abou Simbel, le grand temple, il est dans le sud, et pas le nord. Ça pour dire qu'il y avait une civilisation assez extraordinaire qui était née dans le sud de l'Égypte et qui a essaimé vers le nord, c'est vrai. Après, l'autre aspect, il n'y a pas qu'une civilisation en Afrique, faut pas se faire des mythes, il y en a plusieurs. Je veux dire, les civilisations, on parle même pas des Zoulous, mais l'Éthiopie, c'est des Noirs, c'est pas des Blancs, ils ont une civilisation qui est multimillénaire. On parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est pareil, du côté des Mandins, il y a une civilisation qui est très ancienne. Et la question de l'oralité, tu as évoqué ça, Salif, il n'y a pas, l'oralité, il faut se rappeler quand même que c'était l'Europe. Les peuples civilisés qui écrivaient, c'est pas en Europe, hein, c'était en Afrique et en Asie et au Moyen-Orient. Les écritures cunéiformes qui sont nées, cunéiforme, c'est la force des clous, hein. Cunéiformes nés en Mésopotamie, c'est pas les peuples européens, ni indo-européens, ce sont les peuples locaux. Et ces écritures ont été après, se sont développées en Afrique, avec le Tifinagh ou l'écriture égyptienne. Tout ça, c'est né, c'est des histoires qui sont nées il y a 2, 3, 4, 5, 6 000 ans. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à créer la civilisation. Quand on parle d'histoire et de préhistoire, c'est ce qui n'est pas écrit, la préhistoire. C'est avant l'histoire, avant l'écriture. Et bien, en Europe, la préhistoire, elle dure très longtemps. C'est ça la question, parce qu'il n'y avait pas l'écriture. Et donc, la civilisation écrite, à ce moment-là, existe chez nous, mais elle est combinée à l'autre aspect civilisationnel, qui est l'oralité. Parce que les contes, même quand les Arabes, ou les Orientaux, ou les Africains, ou les Asiatiques écrivaient, ils gardaient le principe des contes et de la transmission par la parole. C'était parfois conservé à l'écrit, mais très souvent, on répétait les contes. C'est comme ça que ça marchait, tout comme le Coran d'ailleurs pour l'islam. Au départ, c'était psalmodié et répété. Donc, faut pas tout confondre. Mais c'est important de rappeler que lorsqu'un homme comme ça donne une parole, sa parole ne vaut pas grand-chose, parce que c'est pas l'intellectuel. Mais ça a un impact considérable sur la jeunesse. S'ils les orientent dans une mauvaise direction en leur disant des bêtises pareilles, ben, ils vont le répondre devant le prof à l'école, et ça va pas fonctionner. Moi, j'ai envie de dire simplement la civilisation égyptienne a essaimé en Europe, et je parle bien de toute la civilisation égyptienne, haute et basse Égypte. Il n'y a aucune discontinuité sur un plan civilisationnel. Ils vont donner aux Grecs leur civilisation. C'est-à-dire que la construction grecque, tout ça, c'est donné par l'Égypte. C'est un bras de mer, c'est rien qui sépare l'Égypte de la Grèce. Ils voyageaient, les bateaux commerçaient, c'est très connu. Les Occidentaux le cachent. Ça, c'est vrai qu'ils le cachent. Ensuite, de faire croire qu'ils sont des sauvages, vous noterez qu'à l'école, lorsqu'on donne des cours, il n'y a pas il faut pas d'histoire avec un axe de temps. On commence pas de la préhistoire au cours contemporain avec un axe de temps continu pour dire, à ce moment-là, il y a les Aztèques, à ce moment-là, il y a la civilisation encore du côté de l'Asie, à ce moment-là, il y a l'Égypte, à ce moment-là, il y a la Mésopotamie. Ils disent pas ça comme ça. Ils vous mélangent tout pour que les gens aient l'impression qu'en même temps, du côté de l'Europe, le vase de Soissons, et c'est déjà l'écriture, et ça construit déjà d'immenses temples et d'immenses églises et cathédrales, et en même temps, au Moyen-Orient et en Afrique, eh ben, on construit 2, 3 trucs, et après, les Africains et les Orientaux deviennent des incapables qui reculent. Ça, c'est une façon de noyer l'histoire. Si on fait l'histoire sur un fil continu, ça ne rend pas honneur aux Européens, parce que leur histoire, elle a combien de temps? Elle a moins de 1000 ans. Je parle d'histoire à peu près civilisée. Hein. Ils ont moins de 1000 ans. C'est quand même incroyable. Quand nous, on a 6000 ans d'histoire. La différence est considérable. Donc, il faut être très, très mesuré sur ça. Et moi, je pense que quand quelqu'un va fabriquer des bêtises comme celle-là,
Je veux dire, l'électricité en Égypte, si ça avait été seulement un petit peu vrai, ce qui n'a aucun sens avec ces thèmes, ça tient pas la route. Ensuite, quand il veut se valoriser avec ce genre d'ineptie, ça n'a pas de sens. Il dit simplement que les civilisations africaines ont été là, avant toutes les autres civilisations, qu'elles ont été brillantes parce qu'elles étaient c'était les bâtisseurs. Il faut le rappeler qu'il y a des constructions partout en Afrique, hein, c'est pas seulement dans le Nord. Hein. Et surtout, de se rappeler qu'on a contribué largement au développement des sciences, des technologies et des sciences fondamentales. On n'a pas créé la télévision, mais on a créé les mécanismes qui conduisent à ça. On n'a pas créé les mathématiques, mais on a créé l'algèbre, qui a créé ce qu'on appelle les mathématiques modernes avec tout ce qui est le principe des équations. Tout ça, c'est des choses extraordinaires qui ont permis de faire un bon qualitatif. Tout ce qui est fondamental en termes technologiques, je parle de la longue vue par exemple, tous les instruments de mesure, navigation et autres, température, la montre simplement, l'heure, ça a été créé dans ces régions-là, et les Africains maîtrisaient ça. Mais il faut arrêter de distinguer le nord du sud, parce que quand on dit le nord et sud, subsaharien et nord, ça veut dire qu'on essaie de diviser les Africains, alors qu'il n'y avait pas de division à l'époque. J'en veux pour preuve que le prophète, moi je suis musulman dans leur plein ramadan, le prophète de l'islam, quand il va se rendre en Abyssinie, donc l'ancienne Éthiopie, il va voir des rois africains avec toute la noblesse qu'on peut prêter à des rois, avec des temples, avec des tuniques en soie. C'est ça qu'il avait en face de lui. Et il les voyait avec respect parce que ce sont des rois. On a oublié qu'il y avait des rois en Afrique, de grands dirigeants, de grands scientifiques, de grands savants. Mais tout cela, c'est caché parce qu'il faut, pour le barbare colonial qui a besoin de réduire l'esclavage, dire ces gens ne sont pas des êtres humains, ils ne peuvent pas avoir fait des civilisations. C'est ça qu'il faut défendre, la vraie civilisation qui existait, qui existe toujours, qui a des traces. C'est pour ça que je parle souvent évidemment de l'Éthiopie, parce qu'elle est brillante, cette civilisation, mais pas seulement. Je parle du Soudan. Le pays, Soudan, ça veut dire Aswad en arabe, c'est le pays des Noirs. C'est le pays de la civilisation, quand même, de plus de 300 pyramides. C'est immense comme civilisation, et ça a duré des millénaires. Tout ça pour dire simplement qu'il ne faut pas se tromper d'histoire. Il ne faut pas réécrire l'histoire, il ne faut pas en inventer une autre. Il faut donner à la véritable histoire, celle qui valorise nos civilisations telles qu'elles ont été réellement révélées et écrites. Ok, merci Gabal pour cette explication globale. Et effectivement, c'est très important d'avoir ce genre de contenu. Alors, Samba, qu'est-ce que tu peux dire à ce que je viens de dire on parle de Moussa Mansa. C'est vrai que oui, je pense qu'on connaît notre histoire. Je pense que tous les Africains, même ceux qui sont nés en France, on a entendu toute cette lignée. On connaît notre histoire, mais il faut la mettre en valeur. Il faut laisser aussi la chanson aux chanteurs et l'histoire aux historiens. Enfin, je trouve que c'est important. Puisque si maintenant les gens, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai regardé sur Twitter, Maître Gims, il se prend pour un historien. C'est vrai que c'est un chanteur. On ne demande pas à un chanteur d'enseigner justement à des jeunes qui ont cette quête comme de vérité, cette quête d'eux-mêmes. Parce que quand on a grandi en France, moi je suis né en France, c'est vrai que à un moment donné, quand on arrive sur les études supérieures, laisser vraiment la chanson au chanteur. Oui, la chanson au chanteur, la boulangerie au boulanger. Enfin, bon. Ouais. Mais le problème, Salif, en fait, alors, tu as parlé tout à l'heure de l'oralité, je n'ai pas rebondi là-dessus, mais il faut savoir qu'en fait, même l'oralité, normalement, il y a des règles. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui peut s'improviser prof d'histoire. Les griots, si c'est une caste, c'est il y a une raison. C'est qu'en fait, c'est un apprentissage qu'il faut avoir avant de pouvoir maîtriser cet art de la parole, raconter l'histoire, pouvoir raconter précisément les choses. Et donc, c'est un art qui aussi a perdu de son influence, qui a perdu de sa force parce que la colonisation a fait que on a détruit les sociétés, en tout cas on a altéré en tout cas les sociétés africaines et donc on a perdu on a perdu cet aspect-là. Donc aujourd'hui tout le monde peut s'improviser historien. Pourquoi aussi? Parce que cette histoire-là dont Gims s'est fait dont il a raconté. En fait, le problème, c'est que quelqu'un qui veut sérieusement s'intéresser à ces questions-là, c'est compliqué parce que en Afrique même, il n'y a pas d'études consacrées à ça.
C'est-à-dire que les programmes scolaires ne vont pas s'appuyer sur les travaux de Cherwanta Diop, ne serait-ce que même quelque chose dont est-ce que si on conteste les travaux de Cherwanta Diop, l'histoire générale de l'Afrique. Ça, c'est un projet que personne ne peut contester, qui a été une histoire générale de l'Afrique, qui a été réalisé par des historiens du monde entier, donc des historiens du continent africain, des historiens européens, des historiens d'Amérique, qui se sont mis d'accord pour écrire une histoire générale de l'Afrique sous le patronage de l'UNESCO. Un projet hyper important qui a été mené par des gens comme Joseph Kizerbo, Jibril Tamsirnian, etc. Et ben en fait, on a ces tomes-là qui sont disponibles sur Internet gratuitement. Et en fait, on les utilise pas. Et les ministères de l'éducation dans les pays africains ne s'appuient pas dessus. Et pour certains, comme dans les nôtres, au Mali, Sénégal, on s'appuie beaucoup sur l'histoire telle qu'elle est enseignée en Europe. Donc, à partir de là, du coup, beaucoup des personnes qui veulent s'instruire vont s'instruire auprès de personnes qui sont considérées comme des professeurs d'égyptologie ou autres, mais dont on ne peut pas forcément toujours vérifier la véracité de diplôme, la scientificité des travaux. Et ça, c'est un souci. Tu disais, ouais, à l'école, on t'a dit, ouais, n'écoute pas. Le problème, c'est qu'en fait, vu la façon dont sont faits les programmes qui sont très eurocentrés et qui ne s'attardent très peu sur l'histoire de l'Afrique, et même quand ils le font de manière très parcellaire et orientée, et on te dit, non, mais étudie pas, mais après, tu as envie de leur répondre, mais oui, mais du coup, j'étudie quoi? Montre-moi les bons livres, montre-moi les bonnes sources, et ça, tant que les universités, les écoles en Afrique ne font pas le boulot, chacun va chercher un peu à droite, à gauche, de quoi s'instruire sur le sujet. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est important aussi de savoir que le colonisateur, donc les Français, ont laissé, ont laissé leur empreinte via l'école aussi, l'université, etc., via aussi cette façon de pouvoir, j'ai envie de dire, modeler la pensée des Africains qui vont à l'école. Moi, je me souvenais, mon père, il nous indiquait que pour aller à l'école dans le village, il fallait changer de prénom déjà. Voilà. Pour aller ne serait-ce qu'à l'école. Donc, c'est vrai que quand on voit un peu en plus les manuels scolaires qu'ils avaient, enfin, quand j'y vais, je regarde les manuels scolaires, c'est compliqué, hein. Ça date des années 70. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, il y a du taf. Donc, 23 heures, messieurs, est-ce qu'on peut passer, merci à vous deux d'avoir pu nous faire réfléchir et penser, parce que on a fait 28 minutes et c'était très intéressant de pouvoir, j'ai envie de dire, prendre de la hauteur par rapport à ce qui a été dit par Maître Gims, qui d'ailleurs, 3 jours après, a sorti un son avec des pyramides au-dessus, il y avait de l'or. Donc, c'est peut-être un génie peut-être Il a la raison. communication. Il a C'est peut-être raison. un génie, c'est peut-être un génie de la communication. Les gens, ils font du buzz sur son nom. Il va dire, moi aussi, je vais quand même au moins profiter du buzz pour moi, tu vois. Donc, franchement, là-dessus, il a été très très fort. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas comme Kanye West pour raconter des choses que tout le monde pense pour faire du business je sais pas. Ça. Non, mais après, un autre truc quand même qu'il faut préciser, que j'avais envie de commencer même par là. Moi, ce qui m'a un peu énervé par rapport aux médias, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un peu créé la polémique dans le sens où l'interview de Gims, elle est passée il y a 3-4 semaines. Et la seule chose que les gens avaient retenu, c'était ce qu'il avait dit sur Dawala, les propos sur l'Égypte, tout ça. Personne n'avait calculé, à commencer par l'intervieweur lui-même. Et ils en ont fait des tonnes et finalement donné des lumières sur des propos en fait que personne n'avait vraiment, auxquels les gens n'avaient pas prêté vraiment attention. Et ça, je pense que quand même qu'il faut le dire et pas faire croire que en fait dans les quartiers de France, partout, tout le monde est parti, tout le monde croit que les pyramides étaient des centrales électriques,
à cause de Gims. Là-dessus, il y a eu une exagération. Et en fait, vu que ça fait cliquer, ça fait du buzz de mettre le nom de Gims, les gens ont surfé dessus, quoi. Et on n'est pas tous des gens qui croient à la première chose qui est dite par Maître Gims. Voilà, quoi. Bien. Ouais, c'est vrai que sans faire un jeu de mots, on a un peu la lumière à tous les étages. Et aussi, il faut dire que Maître Gims a quand même été ce qu'on pourrait faire, nous, hein, je vais dire nous, ceux qui font des lives à 23 heures, c'est de parler comment ont été créées les pyramides. Ça pourrait être intéressant. Hein, comment elles ont été créées. Voilà, ça, c'est des mystères que même les égyptologues européens ne savent pas. Ça, c'est pour créer le mystère avec du contenu. Ça pourrait être intéressant. Mais après, tout ce qui a été dit sur Maître Gims, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que maintenant, ça vous dit qu'on fasse une transversale, on va faire un jeu de mots avec le football, sur le ramadan des joueurs de football et en Ligue 1? Parce que dans d'autres pays, ça pose pas de problème. Hein. En Belgique, en Angleterre, ça pose pas de problème. Mais en France, le fait de faire le ramadan, il y a une sortie notamment de Samir Nasri qui disait qu'il a joué pendant une dizaine d'années en Angleterre, qui faisait le ramadan et ça posait aucun problème. En Angleterre, même l'arbitre arrête le match 15 secondes hein, pour que les joueurs puissent boire ou manger un petit peu. Il y a Zinedine qui est là, donc c'est super. Il n'y a que en France que ça pose un souci. L'arbitre ne peut pas arrêter le match. Maintenant, si les joueurs sont assez sympas, ils simulent une blessure pour pouvoir boire. Mais au-delà de ça, est-ce que et j'ai envie de faire le pont aussi avec ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis une cinquantaine d'années, c'est que quand il y a des cris de singe pour les joueurs là, noirs ou africains ou colorés, parce qu'ils traitent même les joueurs brésiliens de singes, là par contre on n'arrête pas le match. Hein, on n'arrête pas le match. Donc moi en tout cas, ça me tenait à cœur quand même d'en parler. Qu'est-ce que vous en dites de cette exception française du ramadan des joueurs? Déjà, normalement, le ramadan, c'est quelque chose qui est dans le cœur. C'est-à-dire que là, on dit qu'on fait le ramadan, maintenant, je ne veux même pas le savoir. Pour les footballeurs du dimanche comme moi qui faisaient le ramadan, j'ai joué au foot de 8 à 30 ans, il n'y avait pas trop de différence en termes de performance sportive, en mon petit niveau. Hein. Je parle des joueurs du dimanche, hein, des bricoleurs de leur Merlin qui font du football comme moi. Mais on le voit très bien avec Karim Benzema, avec énormément de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont musulmans mais qui ne le disent pas. Hein, qui ne le disent pas parce que normalement on ne doit pas le dire, et qui ont des performances qui restent quasi identiques. Donc pourquoi cette exception française sur le fait de ne pas faire le ramadan? Ne vous battez pas. Allez, Gamal, je sais que ça va être long, donc on va laisser. La charrie, hein. Non, mais c'est intéressant, c'est très bien. Non, mais ce qui est marrant, c'est que j'aurais pu être très court sur ce coup-là parce que c'est pas très compliqué. Il faut utiliser vos mots. Premier mot, tu as dit qui sortait les cris de singe quand il voit des noirs ou des blondés qui arrivent sur le terrain. Je trouve ça très amusant de la part d'occidentaux qui croient qu'ils descendent du singe. C'est important. Donc s'ils veulent des cris de singe, qu'ils se les fassent entre eux parce que ceux qui se croient descendants du singe. Nous, on n'y croit pas, les descendants du singe. Hein. C'est ridicule. C'est une théorie qui est très amusante au demeurant. Mais si on descendait des singes, il n'y aurait plus de singes. Donc ça arrive la question. Donc que les gens fassent des cris de singe en pensant que son grand-père ou son arrière-grand-père ou son aïeux était un singe, il parle à sa famille, il ne parle pas au noir. Ensuite, ça c'est la première chose. Deuxième chose, alors il faut appeler. Moi, j'ai réfléchi à ces questions-là dernièrement et j'ai commencé à comprendre le côté abyssal de la haine raciste et de la débilité de ces lâches. Alors j'y lâche à dessein. Parce que quand on utilise l'islam, un prétexte fallacieux, pour attaquer des arabo-musulmans, qui soient noirs ou arabes d'ailleurs, parce qu'ils pensent que tous les noirs et les arabes sont des musulmans, c'est déjà une idée reçue, hein, très raciste, c'est une façon lâche de ne pas être poursuivi. Pourquoi? Parce que s'ils disaient directement, comme dans les années 80, sale arabe ou sale noir, retourne dans ton pays, les choses seraient très claires. Ta culture, on n'en veut pas, retourne dans ton pays. C'est comme ça qu'on disait dans les années 80. Mais là, ils se cachent derrière l'islamophobie, ce côté sale, attaquer la religion, parce que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, pour ne pas assumer leur racisme. Alors, je vais être très clair. Tous les types, tous les sauvages, je parle bien de sauvagerie, parce qu'il faut être un sauvage pour venir emmerder les gens sur leur culte, sur des choses qui sont somme toute très personnelles et qui ne les regardent pas. Tous les sauvages qui imposent leur vue de barbares à des gens civilisés qui veulent pratiquer leur religion de façon très digne, ces sauvages racistes méritent un mépris abyssal. Je mets dans tous ces sauvages les types, les entraîneurs de foot ou les sélectionneurs, je ne sais qui ont eu ces postures. Ils doivent être caractérisés pour ce qu'ils sont de vulgaires fachos racistes
qui détestent la différence. Je veux dire, on se pose la question de savoir si on doit ou pas parler du ramadan, si on doit ou pas juger le ramadan, si on doit ou pas boire ou ne pas boire. Non, la question ne se pose même pas. Le type qui ne comprend pas que ce qui compte avant toute chose pour un être humain, c'est de se sentir bien dans sa peau et dans sa spiritualité. Il a le droit de croire ou de pas croire, demeurant. Et ben le type qui ne l'accepte pas est un sauvage. Et on appelle ça, il y a un terme qui s'est utilisé dans les années, au siècle dernier, on appelle ça un fasciste. C'est-à-dire que son idéologie avant celle des autres. Et on efface les autres. Donc la question ne se pose pas de savoir s'ils ont raison ou tort de pratiquer le ramadan ou de faire leur tour ou de boire à un moment d'un match. Le minimum syndical, quand on est une société civilisée, c'est d'adapter la situation, dire bon, ce monsieur-là est dans une situation où il ne peut pas parce que il a son culte, on lui accorde ses 5 ou 10 minutes pour pouvoir tranquillement manger ou boire, et il revient sur le terrain comme si de rien n'était. Sauf que ces sales racistes sont tellement haineux qu'ils vous font gober des couleurs. Je donne un exemple très concret, ça va vous faire rigoler. Récemment, j'ai une amie, j'en parlerai dans un livre prochainement, une amie que j'ai soutenue, qui a donné un concert. Donc c'était la première fois qu'elle se rendait depuis 9 ans dans un concert de musique classique, piano. Elle était sur une salle, et moi je l'ai soutenue, je l'ai emmenée à la radio, à la télévision pour qu'elle se fasse un peu connaître. Donc quelqu'un de très sympathique d'origine espagnole. Et une femme de gauche qui n'a pas de problème avec nous, puisqu'elle est même issue d'un autre pays. Et donc elle précise à la tenancière, je dis bien tenancière, hein, je fais exprès, de la salle de concert, comme une tenancière de bar, une vulgaire tenancière. Elle lui dit, je viendrai, il y aura 5 musulmans qui vont être présents, 2 de ses amis à elle, d'accord, un couple d'Algériens, mon frère, un ami et moi. On a soutenu l'organisation de l'événement, on a même fait la publicité radio, donc c'est cadeau, hein. Et bien ce sale singe qui est en face de nous, qui descend du singe, donc en l'occurrence une européenne, elle lui a dit immédiatement, je ne vais pas te faire voiler dans ma salle, elle ne rentre pas chez moi, premier acte raciste et haineux, au nom de quoi ça posait un problème, aucun problème, c'est un vêtement, hein, c'est pas autre chose, ça reste un vêtement, c'est tout. Et la seconde chose que cette dégénérée a dit, mon ami qui a payé la nourriture, sachant que le concert était à 20h et que nous on mangeait à 20h25, mon ami lui a dit, ils sont musulmans, il ne faut pas mettre de porc. Et bien quand je suis arrivé devant la table, il y avait non seulement pas un plat sans porc, pas un, la salade avait du porc, les pizzas payées par mon ami, hein, les pizzas, 3 fromages avec du porc en plus, elle a mis du porc partout cette racaille, et la table, il y avait juste une carafe d'eau maigrelette, il y avait plus de 100 personnes dans la salle, tout le reste c'est que de l'alcool, aucune autre boisson. Et bien quand on a en face de nous des gens de ce type-là, on sait que ce sont des sauvages et des fascistes. Donc maintenant il faut être clair, quand quelqu'un vous interroge sur le fait que vous puissiez ou pas faire le ramadan pour des basses raisons financières, pour les performances sportives qui n'ont en plus pas maigri, évidemment, elle n'est pas impactée, même si elle l'avait été. Où est le problème? Si le type est blessé, on lui dit rien, par contre il fait le ramadan, on lui dit quelque chose. Eh bien le type qui est comme ça est un vulgaire fasciste, il faut l'appeler pour ce qu'il est. C'est un raciste lâche qui n'assume pas son racisme et qui se cache derrière l'islamophobie. Il faut arrêter de tourner en rond 10 000 ans. Le seul pays au monde où ce genre de sauvagerie existe, c'est en France, le pays des Lumières. Moi je me pose des questions, en Angleterre ça n'existe pas, en Espagne ça n'existe pas, en Italie, tous les pays européens qui se disent quand même un petit peu moraux et un petit peu dans la liberté, soi-disant, dans le monde libre, comme ils disent, tous les pays européens respectent le culte de chacun, quel qu'il soit demeurant, mais par contre en France, on a érigé en fascisme totalitaire la laïcité pour venir de façon raciste et vicieuse emmerder les gens qui n'auront jamais rien fait. Ça ne les dérangeait pas quand on allait mourir en 14 à Verdun, quand les tueurs sénégalais, africains, marocains, tunisiens allaient mourir dans leur guerre inutile contre l'Allemagne. Ils n'étaient pas dérangés par le culte musulman à ce moment-là. C'était pas un problème puisqu'ils pouvaient mourir pour Dieu. Et ils ont même pour récompenser les centaines de milliers de martyrs qui ont été mourir pour une guerre qui ne les regardait pas, ils ont même autorisé la construction d'une mosquée en plein cœur de Paris, la mosquée de Paris. Donc j'ai envie de dire ça. Et là, ça ne les dérangeait pas là. Ces mêmes musulmans qu'on emmenait mourir comme chair à canon en 45 pour aller prendre Monte Cassino, par exemple, en Italie, ces mêmes musulmans avaient le droit de faire la prière avant d'aller mourir. Ils avaient le droit de dire Allahu Akbar. C'était pas un problème. Tant qu'ils pouvaient mourir pour la France, c'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est pas mourir pour la France, c'est jouer pour la France et on veut les emmerder sur leur religion. Eh bien, il faut dire les vrais termes. C'est pas un problème d'islamophobie, parce que ça, c'est un masquage. Ce sont de vulgaires racistes, dégoûtants et sauvages qui se comportent comme ce qu'ils sont, des fils de sauvages eux-mêmes et des fascistes. Donc moi, je suis catégorique. Si j'ai un rigolo comme Pascal Pro qui un jour a la bonne idée de m'aviser, trop peur de ça, mais bon, c'est pas grave, hein. Ces gens-là ont peur de la contradiction. Eh bien, j'en dirais, vous êtes des sauvages. Faut inverser la vapeur. Faut pas se justifier par notre culte. Non, on l'a pas justifié. Ouais, mais c'est quoi votre sauvagerie? Pourquoi vous êtes haineux à ce point? C'est quoi votre intolérance? Vous aimez les nazis? Vous êtes à ce point nazi qu'il faut faire comme les nazis? Vous devez être exactement comme vous? On doit vous ressembler? On doit se laver la peau pour faire plaisir? Jamais. Nous lutterons jusqu'au bout pour imposer ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Donc ces sauvages doivent être qualifiés pour ce qu'ils sont. Des sauvages fascistes et racistes. Ça va?
Ah, ouais. Le modéré, hein. Bon, heureusement que j'ai pas TikTok, hein, parce que si j'avais fait un petit medley de ce qui a été dit là, ouah, j'ai percé, hein. Ah ouais, là, J'ai pas parlé direct. en plus. Les shorts, ils marchent très très bien. J'en ai fait une qui a fait des centaines de milliers de vues récemment. Pas moi, c'est pas. Ah là là. Bon, Samba, qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Je sais pas s'il y a grand-chose à ajouter. Euh, bon, après, c'est vrai que moi, je rejoins Gamal sur pas mal de choses. Euh, je trouve qu'en fait, ce que ça dit, ces entraîneurs qui bah, vous ne veulent pas que leurs joueurs fassent leur ramadan ou ne veulent pas. Je trouve en fait ça manque d'humanité, quoi. C'est-à-dire, en fait, c'est pas de respect pour l'individu. C'est ouais, le résultat, bah, ce qu'il disait sur les tirailleurs, je trouve que c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, on n'a que le côté utilitaire de la personne et pas se dire, bah, en fait, on fait confiance à l'humain et se dire, bah, il a besoin de ça pour être équilibré, c'est sa façon d'être. Et bon, bah, peut-être qu'il va être un peu moins performant. Et ben, on fait avec. Enfin, c'est-à-dire, en plus, là-dessus, ou pourquoi c'est faux, c'est une fausse, enfin, on polémique pour rien, c'est que la plupart de ces joueurs, ben, ils font le ramadan depuis qu'ils sont petits. Donc, en fait, ils ont l'habitude de, comment dire, Hmm. bah, de se mettre en conséquence, de se préparer en conséquence. Enfin, toi, tu as parlé effectivement du fait que tu as joué de 8 à 30 ans en amateur et que ça n'a pas posé de problème. Je pense qu'effectivement, on peut pas forcément faire la comparaison en se disant, bah, si moi je pouvais jouer, pourquoi ils peuvent pas jouer? Mais quand même, c'est des gens qui ont des corps Bien sûr. beaucoup plus développés que nous, qui ont bah, des spécialistes qui les entourent, qui peuvent les accompagner. Et puis, bah, en fait, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Effectivement, il y en a euh, qui peuvent être meilleurs pendant le ramadan parce que bah, en fait, ils sont concentrés sur leur objectif, ils sont plus déterminés, peut-être qu'ils mangent même mieux à ce Bien sûr. moment-là Bien et ils sûr. sont meilleurs. Et peut-être qu'il y en a qui sont moins performants, mais ben, celui qui est moins performant, écoute, il va moins jouer. Ça dure 3 semaines. Enfin, faut se calmer, tu vois. C'est vraiment une espèce de truc de essayer d'imposer à tout prix sa vision. Je pense que voilà, les joueurs, on sait qui fait la ramadan, qui fait pas, parce que je pense pas que tu fasses un entraînement de 2 heures et que tu bois pas une goutte, ça se voit, quoi. Tu vois, mais, euh, mais ouais, je trouve que c'est moche. C'est moche, quoi. Mais pour moi, en fait, ça rejoint quelque chose de plus large. C'est le problème qui est même culturel. Parce qu'en fait, je sais pas si tu te souviens dans le fameux mail, c'est pas juste dire ouais, ils font le ramadan, ils vont à la mosquée. Ça, c'était un des aspects. Il y avait c'est des racailles. Et En plus. ce mot-là, il vient souvent. Et pourquoi il y a ce mot de racaille? C'est pour marquer la différence, la distinction culturelle qu'ils peuvent avoir avec ces jeunes qui disent qu'ils ne comprennent pas cette génération-là. Mais ça, c'est quoi en fait? Moi, je prête beaucoup attention à ce que disaient des joueurs comme Anelka, Evra, bon, qui sont un peu aussi des grandes gueules, des polémistes, etc. Mais il faut écouter quand même ce qu'ils disent, parce que on perçoit des choses à travers leurs propos, qui est, bah, en fait, voilà, il y avait du racisme dans les centres de formation, il y avait du racisme dans les clubs, en sélection, mais bah, peut-être qu'on était un peu jeune aussi pour pouvoir le voir, ou Hmm. bah, pour préserver la tranquillité de l'équipe, et ben, on n'en parlait pas. Donc il y a ça. Il faut parler enfin, les footballeurs, c'est des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément qui n'ont pas lu forcément beaucoup sur le racisme, qui n'ont pas été éduqués en fait à reconnaître aussi le racisme, parce que le racisme, c'est pas Hmm. tu vois le racisme et en fait tu réagis tout de suite. Spontanément, parfois, justement, on se dit qu'on est le problème ou on va pas forcément aller à la confrontation. Et l'autre jour, quand Daniel Riolo il avait expliqué la polémique,
il avait aussi dit, oui, il faudra quand même parler du problème des jeunes qui ne parlent plus aux éducateurs qui leur ressemblent pas, ou aux entraîneurs qui leur ressemblent pas. Et en disant, voilà, c'est à cause de ça que des gens comme Galtier, comme Laurent Blanc, tout ça, ils ont du mal avec ces jeunes-là. Et moi, j'ai envie de retourner le truc et de dire, pourquoi ils veulent pas parler aux gens qui leur ressemblent pas? Peut-être parce qu'ils ont des pensées, ils manquent d'ouverture d'esprit et qui se disent, bon, bah voilà, un mec qui est là, qui me parle comme ça du Ramadan, je veux même pas lui parler. Ah bah, Et qui me considère comme une racaille, bah voilà, j'ai pas envie de lui parler. On va parler avec les gens tu qui me me ressembles, bien respectent. sûr. Je me respecte. Et c'est tout à fait Respect. ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé à Nice quand Edgar est arrivé, qui lui est un joueur, est un ancien joueur de football professionnel et qui est musulman et, et dont ils ont vu les joueurs des choses. Ça peut être aussi sur quelque chose comme, je prends pour exemple quand on était plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus grand. Donc ils me mettaient en défense. Mais moi, je voulais jouer en attaque. Et je voulais faire Abedi Pelé. Et ils disent, bon, on a notre défense noire parce que vous êtes grand, vous êtes costaud. Mais moi, Ouais. quand j'étais petit, j'étais tout fin. Je voulais faire le tir Henry. Mais non, on avait tout le temps derrière. Et moi, je dis, je vais pas derrière. Je vais pas derrière. Donc ça, tout ça, c'est. Et en plus de ça, on va pas se mentir. Dans le football, c'est pas des lumières. Les éducateurs, c'est pas des lumières. Enfin, on va pas se mentir. C'est pas des. Ils ont un franc-parler. Ils se disent, bon, les noirs. Enfin, le football, c'est un peu j'ai envie de dire, c'est un peu la France d'en bas, si j'ose dire, hein, quand on était plus jeune dans les La années France 80, populaire. la France populaire, nos éducateurs, ah, c'était pas des lumières, hein, c'était pas, Euh, voilà, il y a Ben Galiba qui dit, ah, on a tous le même vécu. Bah oui, et c'est notamment aussi la polémique avec Sagnol, qui disait que voilà, on avait une équipe de France avec des grands gaillards, on balançait des ballons, ça réfléchit pas trop. Donc on disait que vraiment, les personnes africaines, ça réfléchit pas. C'est costaud, ça court, on lance la balle et ça cavale et ça marque. Enfin, ouais, et c'est... tu vois, excuse-moi de te couper, mais tu vois, Je t'en prie. il y avait, moi, tu vois, j'ai joué, j'étais pas bon en moins de 13. Mais il se trouve que quand j'étais en moins de 13, à Espérance, donc Espérance, c'est le club qui a formé Youssouf Fofana et Abou Diaby, il y avait des mecs super forts. Il y en a trois qui sont devenus pros dans ma génération. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, c'était les grands costauds qui étaient privilégiés. C'est-à-dire que quand il y a eu la polémique en disant oui, en gros, on en a marre d'avoir que des grands Renois costauds, on veut aussi des petits blancs techniques et tout. Mais à l'époque, les petits noirs techniques, ils étaient discriminés. Moi, j'ai connu très bien le grand frère de Moussa Diaby, il s'appelait Boubou. Il était archi fort. Il était super fort, mais il était petit. Il était petit. Et bon, voilà, à cette époque-là, t'étais petit, t'étais maigrelet, tu perçais pas. Et que tu sois blanc, noir ou quoi, c'est parce qu'ils voulaient des mecs standards. Patrick Vieira, c'était l'archétype. Thierry Henry, on voulait des bisons. Et tu avais Alou Diarra qui avait dit une fois dans une interview que à la base, lui, c'était un numéro 10 technique et tout. Mais comme on voyait en lui un, un 6 défensif, machin, on l'a fait jouer dans des contextes où il faisait que défendre. Et il dit, bah, en fait, au fur et à mesure, à force de plus solliciter ta technique, au fur de plus faire les trucs, eh ben, je suis devenu, voilà, j'ai perdu un peu en capacité et je suis devenu un lourdeau. Et ça, il y a eu des tas de trucs. Tu regardes même les footballeurs africains. Il y en a eu plein des mecs qui à la base étaient des numéro 10, des attaquants, des machins. Et en fait, petit à petit, on les fait reculer. On leur donne de moins en moins de responsabilités dans le jeu. Et ben, quand tu sollicites moins ta technique, ton truc, tu perds. Et après, on dit, ouais, bah, regardez, ils sont tous grands plateaux, machin, etc. Donc, la lecture racialisante des footballeurs a fait des dégâts. Et toi, peut-être que tu aurais pu être, voilà, un Zlatan. Ah, mais moi, non, mais c'est moi, ce que je faisais, moi. Il me disait, ouais, c'est vrai que tu joues en défense. Mais ok, d'accord. Dès que ça partait corner, j'allais totalement. Franchement, non, non, moi je refusais ça, puisque et ça, c'était dès très jeune, hein.
Des Oui, trucs. non, mais oui, Moi, oui, la conduite, hein. j'ai mes enfants, j'ai mon fils, il est Hum. plutôt petit. Il est petit Dès- de taille. Il est petit. Et ils disent, bah, toi, tu vas jouer 10. Tu vas jouer au 10 alors qu'il pouvait jouer sur les ailes. Des petits, des tout jeunes, il y avait aussi Sissoko là, Mohamed Sissoko, qui était un attaquant, qu'il est parti à Liverpool, ils ont fait prendre de la masse et tout, c'est devenu un sauvage, c'est devenu quelqu'un qui cisaillait les gens, alors que c'était un joueur qui était à Auxerre, un numéro 10 d'exception. Et il y en a beaucoup comme ça, il y a Michael Essien, il y en a beaucoup aussi qui ont Mamadou Diarra à Lyon. Pour revenir sur le cas de ces dirigeants du football qui ne souhaitent pas que les joueurs qui sont musulmans puissent pratiquer le jeûne. Est-ce qu'on n'est pas là, quelque chose qui est une exception française, hein, est-ce qu'on n'est pas là sur quelque chose où c'est pas aux joueurs un petit peu de prendre un peu cette initiative et de dire il doit y avoir un syndicat des joueurs, de dire bah, écoutez, il y a une pause, auparavant il y avait une pause fraîcheur quand il était hyper chaud. Est-ce qu'il peut y avoir une pause qui est une pause, je sais pas comment on peut l'appeler, une pause restauration pour les joueurs? Est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas aux joueurs un peu de se manifester? Ah, c'est très compliqué à dire parce que ils ont pas beaucoup de pouvoir. Ce qui est amusant dans l'idée qui vient d'être dite, là, c'est très raciste aussi. Quand ils sélectionnent des joueurs noirs, grands, musclés, ils veulent les Golgoth. En gros, c'est complètement débile. Mais c'est débile en plus quand on se rend bien compte que la Coupe du Monde a été remportée par une équipe de petits joueurs, hein, parce que les Argentins sont pas très grands, dont le leader de l'équipe, qui est exceptionnel, Messi, est tout petit, il fait 1m70, je crois, 73, très petit, que Maradona était un petit joueur, que Platini n'était pas un géant non plus. Enfin, la plupart des grands joueurs sont en général assez petits parce qu'ils ont une grande vélocité, ce qui n'autorise pas des mouvements rapides quand on est très grand, parce qu'évidemment, quand on est grand. Donc ça pour dire qu'ils cherchent une équipe de soldats, des types très costauds, pour être à la fois pour l'imposer, pour battre en tête. Évidemment, quand on est grand, on fait les têtes plus facilement, mais en même temps, ça garantit pas la qualité du jeu. Les plus grands joueurs de foot, les trois plus grands joueurs de foot en général sont pas très grands. Hein. Je veux dire, Pelé, c'est pas un géant. Pourtant, c'est un géant du foot. Mais oui, par rapport à ces questions-là, est-ce que les joueurs pourraient se rebeller? Ben, moi, je pense que la problématique, c'est que ces joueurs se rebellent. Ils ont droit à toute la racaille, et là, je parle de racaille en col blanc, hein, tous les éditorialistes, toute la vermine qui a la décision. Parce que je le répète, je le dis ce soir, hein, la France n'est pas un pays raciste parce que ça veut rien dire. Quand on dit tout le monde est quelque chose, c'est qu'on est déjà dans du n'importe quoi. On devient raciste. Mais de dire que par contre les décideurs, majoritairement les décideurs, ceux qui ont la décision, qui ont le pouvoir économique, politique, qui ont le pouvoir médiatique et qui ont le pouvoir dans le foot, sont des racistes, c'est pas difficile à dire. Je veux dire, on se rappelle de l'affaire avec le Guignol qui s'est fait virer de la fédération de foot là. Les propos ouvertement racistes contre Zidane, qui était le Français le plus aimé des Français, jusqu'à ce que le Gret débarque. Zidane était encore français. Mais après, une fois que le Gret a parlé, on a compris Zidane redevient l'Africain, arabe, bougnoul, en aucun cas le Français. Eh bien, quand on voit le mépris qu'il a affiché au moment où il s'est exprimé, on se rend bien compte que les décideurs dans le monde du foot sont des racistes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être raciste? Ça signifie essentialiser les gens, les réduire à une essence physiologique, physique, peut-être pas intellectuelle, parce qu'il n'y a pas la tête que chez nous, on est tous des débiles apparemment, mais on est des animaux sur pattes dont les performances peuvent être optimisées si on sait les utiliser comme des soldats. Eh bien ça s'appelle du racisme. C'est comme ça qu'on a créé effectivement les champs de coton avec des noirs qui étaient plus costauds. C'est comme ça qu'on a réduit les gens à l'esclavage. C'est comme ça qu'on a volé dans les pays d'origine parce qu'on savait pas exploiter nos richesses, on était trop bêtes pour ça. Eh bien, pour dire que les joueurs de foot pourraient le faire. Non, ils pourraient pas. Pourquoi? Parce que dans un pays où l'islamophobie, donc le racisme, est institutionnalisé maintenant, où c'est devenu une consécration, où on ne peut rien faire loi qui existe et qui empêche de poursuivre quelqu'un pour racisme déguisé sur les faits religieux, ben, comment on peut plus poursuivre pour islamophobie, donc pour racisme anti-arabo-musulman, anti-africano-musulman? Eh bien, à ce moment-là, les types se régalent. Ils ont trouvé une niche et l'empruntent. Et des footballeurs qui voudraient s'insurger comme ça, contre ça, on l'a vu avec le discours avec Nasri, il avait un plateau entier contre lui. Des types décomplexés qui disent non, mais on a le droit d'être pas raciste, ils disent ça. On a le droit de critiquer la religion, on a le droit de vouloir de bonnes performances au foot, on a le droit de mettre en avant d'abord la machine mécanique financière plutôt que l'être humain. Ça, ce sont des racistes déguisés. Ils vont pas assumer. Si vous leur dites qu'ils sont racistes, ça les rend dingues. Parce que ça tombe sous le coup de la loi. Si vous allez vous apprendre les religions, moi, je n'aime pas les religions. Là, ils ont le droit. Voilà. Donc, sous prétexte de casser du curé, maintenant, on veut casser de l'arabe et du noir. C'est tout. C'est vrai qu'ils peuvent pas faire grand chose, si ça surchauffe ça. Mais ils ont tous les cinglés qu'on appelle aujourd'hui maintenant les laïcards, parce que les gens laïcs ne sont pas laïcards, c'est différent. Le laïcard, c'est l'extrémiste laïque. Dans tous les courants de pensée, quand il y a les extrémistes en général,
on peut plus discuter. Ils ont raison, vous avez tort. Eh bien, ils auront face à eux des lagards sauvages, des lagards barbares et racistes, qui, sous couvert de principes humains, hein, parce qu'ils se pensent ils croient qu'ils ont plus la vérité universelle, ils pensent que leur laïcité est universelle, ce qui n'est pas vrai. La religion n'est pas de la laïcité. Eh bien, ils ont tendance à vouloir vous écraser. Sauf qu'il faut regarder ce qui se passe dans d'autres pays civilisés. Vous allez en Allemagne et en Angleterre, par exemple, en entreprise. Moi, j'ai une amie qui est partie en Angleterre pour y travailler, hein, donc une amie algérienne, marocaine. Elle est arrivée en Angleterre. Elle a demandé, comme ça, sous cap, à peine, un peu gênée, parce que les réflexes violents qu'elle a subis en France, elle les a vus là-bas. Qui n'est pas voilée, hein, c'est une femme lambda. Elle a demandé, est-ce qu'il est possible que je puisse trouver un endroit dans une salle quelconque pour faire ma prière, en cachette. C'est tout juste si c'était pas la salle de bain, mais les toilettes. Tu sais ce qu'a fait la responsable de l'entreprise? Elle s'est excusée immédiatement de ne pas avoir pensé à mettre une salle à disposition. Elle s'est excusée, elle a demandé des excuses, elle n'a pas excusé, elle a demandé des excuses, elle a présenté des excuses pour ça. Elle a dit, j'aurais dû y penser, excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez musulmane. Là, vous êtes chez les gens normaux et civilisés. C'est-à-dire qu'ils savent s'effacer. Et de l'autre côté, on a les autres sauvages qui vous disent, mais c'est une religion de crétin. Croire en Dieu, c'est complètement has-been. On peut pas dire que ces gens-là sont normaux, ils ont pas tellement de cervelle. En plus, leur culture et leur tradition sont bidons. N'oublions par là même que c'est nos cultures et traditions qui ont inspiré leur code civil et leur code pénal. Mais bon, ça, c'est notre débat. Donc, réellement, la question de la civilisation est à remettre en question, à savoir, quand on a une attitude aussi sauvage, aussi raciste et intolérante, aussi dogmatique et évidemment fasciste, on peut parler de fascisme. À partir du moment où on vous interdit de pratiquer votre culte, les nazis étaient fascistes, d'accord? Ils étaient nazis, et bien ils interdisaient aux juifs de pratiquer leur culte. Ils ont même été brûlés leur lieu de culte. Ils leur ont même fait la misère sur l'abattage rituel. Oui, ça s'appelle du racisme et du fascisme. Et bien quand on est raciste et fasciste et qu'on n'assume même pas ce qu'on est, quand on est un lâche en plus, pas mal, hein? Non seulement on est raciste mais on ne l'assume pas, à ce moment-là il y a un problème. Donc aujourd'hui, il faut pas se demander si on doit se défendre de ça. Oui, on doit le faire, mais il faut pas se défendre. Il faut être offensif. Il faut renvoyer en face du racisme qui est réellement. Il faut le sortir de cette tanière. Vous voulez dire, espèce de barbare, tu vas assumer tes propos racistes. Assume ta haine des Arabes et des Noirs que tu crois être de la religion. Assume le fait que tu considères que tous les Noirs et les Arabes sont tous musulmans, ce qui n'est pas vrai, évidemment. Non seulement ils sont pas tous musulmans, ils sont pas tous pratiquants, ils sont pas tous au même degré de piété. Tout ça, c'est des questions qui se posent. Eh bien, ces gens-là, il faut leur dire en face, vous êtes des racistes. Moi, chaque fois que je tombe sur un islamophobe dégénéré, je lui dis, c'est quoi ton problème? T'aimes pas les Arabes? C'est quoi? T'aimes pas les Algériens? T'as encore la guerre d'Algérie dans la tête? Voilà ce que je balance. Je discute même pas sur la religion. Parce que le fait religieux n'intéresse pas. Et j'en veux pour preuve très simple. Si tous les musulmans de France étaient uniquement ouïghours ou encore indonésiens, il n'y aurait aucun problème. Pourquoi? Parce que les Ouïghours et les Indonésiens n'ont pas battu la France en Algérie. Ils ne les ont pas défaits en 62. Voilà pourquoi ils ont la haine. Parce que les Ouïghours et les Indonésiens n'ont pas conquis l'Espagne. Ils n'ont pas conquis Poitiers. Parce qu'ils n'étaient pas aux portes de l'Europe du côté de la Turquie, quand ils étaient jusqu'à Vienne. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ne les voient pas de la même façon. Leur problème, il est essentialisant. Ils veulent nous réduire à une essence religieuse, alors qu'en réalité, leur problématique, elle est ethnique. Ce sont des racistes, tout simplement. Ouais, donc pas de syndicat des joueurs, pas par exemple de joueurs majeurs comme Mbappé qui puisse aller à la barre, de dire on peut, bon, je veux dire que je suis un peu calé sur les cris de singe, mais par exemple quand Lukaku a été il y a une dizaine de jours a été insulté par les supporters de la Juventus. Ouais. Mbappé, il a fait un post sur Instagram. Je me dis, bah, mais quand même, le petit garçon, là, le jeune Mbappé, il prend ses responsabilités. Parce que, on va pas se mentir, hein, il y avait notamment Eto'o qui avait proposé que si tous les joueurs noirs arrêtaient de jouer qu'ils se faisaient bloc par rapport à ce genre de problème, il y aurait pas eu de souci. Mais comme, je reprends les mots de Gamal tout à l'heure, comme ce sont des lâches, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes des lâches. Vous voulez avoir votre billet, vous voulez avoir votre argent. Vous continuez à jouer. Il y a même des joueurs de l'autre équipe, notamment Quadrago, qui est, je crois, dans quel pays uruguayen. Non, les Colombiens. Ah, voilà. Il faut se poser des questions. Qui est quand même parti l'insulter parce qu'il est parti dire aux supporters de la Juve que qu'est-ce qu'il y a. Donc, on est quand même dans quelque chose où il y a une espèce de dissonance cognitive au niveau des personnes issues d'Afrique où personne ne dit rien. Oh, c'est normal, il était traité de singe. Oh, ben, c'est normal, c'est rien. C'est le football, c'est l'Italie. Non, c'est pas le football, c'est pas l'Italie. À un moment donné, il faut arrêter. Alors, moi, j'étais supporter du PSG il y a 10-15 ans. Quand on revenait du stade au Parc des Princes, il y avait Boulogne, on courait. Il y avait Facho. Ah bah oui. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Nous, en plus, on était supporters du PSG, nos propres supporters nous coursaient. Ouais, c'est vrai.
Non, mais, à un moment donné, je comprends pas. Et ça, c'est resté pendant une vingtaine d'années. Et personne ne disait rien. Personne ne disait Plus que rien. ça. Mais, Non, 30 ans, 35 ans à peu près. voilà. Et Les c'était. 80, c'est déjà le cas. Le code Boulogne, c'est déjà. Après, Voilà. là, Salif, bah, on touche du doigt quelque chose, ce qui fait que, bah, en fait, on peut pas comprendre si on comprend pas aussi ce que c'est que les rapports de domination. Et qu'en fait, bah, en fait, on peut être majoritaire dans un domaine et en fait ne pas avoir le pouvoir. Et il se trouve que le football, pas les gens qui ont le pouvoir, en général, c'est pas les personnes noires, que ce soit dans les clubs, que ce soit dans les fédérations, que ce soit à la FIFA. Euh, Fonctionnaire. et que, bah, en fait aussi, bah, ces joueurs, comme je disais déjà, bah, la plupart ils sont très jeunes. Euh, on leur explique aussi, bah, écoute, si tu commences à trop ouvrir ta bouche, bah, ça peut être mauvais pour ton image, pour les sponsors, pour les clubs qui peuvent dire, ah ouais, non, mais lui, c'est un joueur qui va faire des polémiques, avoir des problèmes, des machins. Reste tranquille, prends ton billet. Je veux dire, voilà, il y a Trop bien. pas déresponsabiliser les joueurs, hein, parce que moi-même, je suis exaspéré. Mais je me rends bien compte aussi que, bah, tu vois, à un moment donné, il y a des choses qui font système, quoi. Et il faut les prendre en compte et se dire que s'il y a un système qu'il faut bousculer. Et, Mais et l'organisation, c'est ça qui va un jour payer. Mais c'est pas, malheureusement, c'est pas les initiatives individuelles qui changeront les choses. Déjà, quelque chose qui est intéressant, c'est que, et qui agace beaucoup en France, c'est que, bah, il y a beaucoup maintenant d'agents qui sont des agents noirs. Ça agace beaucoup. Ça agace. Ouh, d'ailleurs, le diplôme agent de joueur avant, notamment avec l'histoire d'Anelka, où c'était ses frères Oui, qui voilà. prenaient Oui, 10%, ça où agace. il faisait un club par an. Hein. Maintenant, il y a un diplôme pour être agent de joueur, il est hyper dur. Il est hyper dur, et maintenant, ils disent que c'est des conseillers. Hein, et ils ont fait exprès, justement, parce que maintenant, Ouais. ce sont des Ouais. avocats Il y en a des qui anciens prennent. avocats, il ils font exprès de dire, bah attends, déjà, c'est des joueurs, c'est des noirs, faut pas non plus, ou des arabes, faut pas non plus que ce soit des conseillers. Et tu parlais d'ailleurs des initiatives individuelles. Si Mbappé, il dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, il y a un problème, on arrête de jouer un jour, et ça c'est l'argent, un jour. Crois-moi qu'ils ne seront pas virés, c'est tous les joueurs noirs, se donnent main dans la main. Ou même, parce qu'il y avait aussi, on me rappelle un joueur de Valenciennes, Ouadou, c'est un Marocain, hein, on avait insulté. Si tous les joueurs africains se donnent la main, ils se disent on joue pas tant que vous arrêtez ça et que vous virez les joueurs, ce qui s'est passé notamment en Angleterre avec les hooligans, on l'a tous éjecté. Donc on peut le Ouais. faire. On peut le faire. il Donc à un peut, moment voilà, donné, faut que ce à un soit moment tout donné, le faut monde. arrêter. Faut que ce soit un mouvement face, quoi. Que ce soit tout le monde et qu'on arrête de dire on peut pas. Si on peut. Si on peut. Les gens ils sont millionnaires. Donc Mais s'ils tu ont vois, il y a eu un le jour de cas, par travail, exemple, le match du PSG. Tu te souviens contre le club turc là? C'est Galatasaray. ça. Non, c'était pas Galatasaray, c'était parce que c'était C'est bien matché. hier, je crois, ou je sais Non, plus. c'est Maccabi Haïfa. Non, il y a eu un match contre un C'est bien club turc matché. l'année dernière où en fait il y avait un entraîneur qui avait dit à un joueur ouais tais-toi le noir ou je sais pas quoi et en fait non c'est un arbitre. Oui, Ah, en fait c'était ah, ouais. l'arbitre qui avait dit ça et après les joueurs avaient décidé tous ensemble de se barrer. Ah oui, oui, C'est oui, c'est l'arbitre vrai. qui Ah bah voilà. qui avait Bah dit voilà. ça à des joueurs, à l'adjoint, voilà, à l'entraîneur adjoint du club turc là, en lui disant à Weibo, ouais, tais-toi le noir et tout machin. Et donc tous les joueurs ensemble ont décidé, ouais, on reprend pas avec cet arbitre et tout, tu vois. Mais Donc ça fonctionne. ouais, mais c'est-à-dire que là ils disent tous ensemble et donc c'est l'entraîneur noir de l'équipe adverse qui s'est pris le mot et les joueurs du PSG ont dit nous on joue pas. Donc en fait faut que ce soit faut que faut que tu acceptes d'aller même à l'encontre de tes intérêts et de dire bah en fait voilà on va être solidaire et on va faire quelque chose de retentissant. Mais ce sera collectif quoi. Je Ouais. suis d'accord. Je suis d'accord. Gamal et Samba, il est 23h35. Ouais. Est-ce que on peut parler un petit peu du film de Nawel Madani rapidement? Hmm. Moi, je l'ai pas vu, Moi malheureusement. non Je pourrais pas. plus donc Est-ce que Gamal, tu l'as vu?
Je l'ai pas vu, mais je connais le personnage évidemment. Ah, Et j'ai une amie qui a fait une critique assez sévère, une amie journaliste, je ne sais plus son nom, tiens, c'est marrant, j'ai oublié son nom, qui travaillait pour le Bondi Blog et qui a été extrêmement dur avec ce film. Oui, Widad Kefti, voilà. d'accord. Donc elle a été extrêmement dure. J'ai lu sa critique en totalité. Alors apparemment, je connais quelqu'un en plus qui a tourné dedans, parce que j'étais avec lui hier à la radio. Il m'a pas parlé de ce film. Enfin, il est pas rentré dans les détails. Il lui a dit que c'était cru. Mais ce qui a posé problème en substance, je connais la critique, j'ai pas vu le film. C'est un succès phénoménal. Alors la première critique qu'elle produit est une critique parfaitement légitime et justifiée. Je parle de Widad Kefti, c'est elle qui parle, qui a eu le haut de cœur quand elle a vu le film, enfin cette série, à fort succès. Je sais pas si tu es là encore, Sally. Apparemment, tu as disparu. Je suis là. Okay. Donc elle a dit quoi? Elle a dit simplement que l'histoire se passe sans aucune raison sérieuse pendant la période du Ramadan. On l'a très bien compris. C'est une façon de fixer les musulmans sur une série durant les 30 jours et de montrer que pendant le Ramadan, il peut y avoir des choses qui se passent et que tout le monde n'est pas sympa. Après, ce qu'elle reproche au film, c'est les caricatures qui sont multiples. Alors, Nawel Madani s'en défend, elle en a parlé, en expliquant qu'elle a montré des choses très crues, mais que ça représentait une part de la vérité. Et en même temps, c'est une façon de dénoncer ces clichés. Sauf que c'est pas de la façon la meilleure, apparemment. Donc déjà, les types, tous les mâles arabes sont de véritables calamités. Il n'y en a pas qui soit meilleur que l'autre. Un père absent, fils délinquant, le frère lâche. Enfin, c'est que des caricatures un petit peu de mâles arabes imbéciles. Ensuite et surtout, le fait que ça se passe pendant le Ramadan, c'est pas possible du tout. Et de montrer que ceux qui vont à la prière, ce sont des vendeurs de drogue. C'est des voyous, quoi. Et que le Ramadan, il se fait discuter de façon très légère, comme une sorte un peu d'obligation mécanisée, mais qu'il n'y a pas de spiritualité, donc tout ça, ça disparaît. Les filles sont aussi assez caricaturales, semble-t-il. C'est soit les femmes rebelles, soit les femmes soumises, donc des clichés. Et que elle, c'est l'échappe à l'écueil de la beurette promotion canapé, mais qui n'en demeure pas moins qu'elle est présentatrice de journal, ça faut l'idée. Elle présente un journal, le frère fait une bêtise, est menacé de mort, se sauve, et c'est les filles qui doivent trouver l'argent pour payer les dealers. Donc c'est un peu, on est vraiment sur un gros trait bien tiré. J'ai pas vu, je veux pas critiquer ce que je n'ai pas vu, mais il semble qu'effectivement, d'après ce que j'ai lu de ce qu'elle a dit, maintenant c'est une critique d'une femme qui est journaliste, qui a l'habitude de faire ce genre d'analyse de situation, c'est une femme, c'est intéressant, Widad Kefti. Ça l'a littéralement dégoûtée parce qu'elle dit que c'est une succession de clichés qu'on aurait pu emprunter à des racistes, qui est produite par une Belge d'origine algérienne, et qui tombe dans ses travers. Bon, évidemment, c'est pas une spécialiste des films policiers, puisque l'idée, c'est un peu l'histoire d'une délinquance, une histoire de drogue, bref, de dealers qui tourne mal. Donc, il y a un peu une dimension policière. En même temps, la question sociale, à savoir qu'elle a une vraie réussite, elle est journaliste présentatrice, qu'elle sort avec son directeur de chaîne qui est blanc, évidemment, et que la plupart des filles de blanc, il y a des séquences où elle parle cruellement de religion, cruellement de sexe, enfin, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de clichés sur les noirs aussi, c'est ridicule, d'après ce que j'ai entendu. Je l'ai pas lu, hein. Je dis ce que j'ai lu de Widad. Peut-être qu'elle exagérait très, mais de ce qu'elle en dit, elle a été choquée. Donc, Widad, c'est quelqu'un qui était quand même assez modéré, c'est pas une radicale. Donc, si effectivement ce film l'a déçu, alors que Nawel Madani, même si dans ses spectacles, elle a un peu cru, elle a quand même une bonne image, c'est que manifestement, il y a peut-être des choses qui c'est mal dites, mal faites et qui méritaient d'être critiquées. Maintenant, la série fait un carton. Alors moi, quand une série faite par une Algérienne de Belgique qui présente des clichés arabo-musulmans et africains caricaturaux fait un carton, ça me fait toujours un peu peur. Pourquoi? Parce que quand c'est une critique sociale, bon, on peut discuter. Mais là, si c'est une succession de clichés qui font plaisir à des racistes, par exemple, là, j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que autant il y a un film que j'ai vu à l'époque qui m'avait fait rire, qui était pas mal, parce que l'esprit du film, c'était de faire rire. Même si le sujet était grave, casse départ, on parle de la barbarie qui était l'esclavage, et ils ont tourné ça un petit peu à la rigolade. En même temps, sur le fond du film, on sent bien que c'est une dénonciation de l'absurdité de la sauvagerie, du racisme et de l'esclavage, et c'est fait de façon humoristique, mais c'est fait par des Noirs qui le dénoncent malgré tout. Là, en l'espèce, c'est un film qui est sérieux, il n'y a pas de côté, c'est pas du tout second degré. Elle parle de choses graves et elle tire des traits caricaturaux de l'homo arabus, donc l'homme arabe, qui devient un abruti total. Finalement, il n'a pas un seul pour rattraper l'autre. Ni bon à l'école, ni bon chef d'entreprise, ni travailleur, ni sérieux, ni responsable devant sa famille, puisque le père est absent. Enfin, tout ça, c'est une succession d'images un peu caricaturales qui ont eu le goût d'énerver. Là où il y a polémique, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément tort. Moi, sur Casse Départ, il y a eu polémique, mais je n'ai pas trouvé que le film était mauvais. Je trouve ça amusant parce que je trouvais que ça dénonçait effectivement de façon humoristique des choses absurdes comme le racisme et l'esclavage. Mais là,
Je peux comprendre que c'est choqué. Maintenant, je vais pas dire je suis d'accord parce que je l'ai pas vu. Je serais le dernier des imbéciles à me rendre à la décision d'une femme qui a vu cette série, parce que ça se trouve qu'elle exagère peut-être, que l'émotion l'a emporté, qu'elle n'a peut-être pas pris le recul nécessaire, bien qu'il y ait des journalistes réellement formés, journalistes de formation longue, et qu'elle officie en tant que journaliste depuis des années au Blog ou aux médias. Mais c'est vrai que je peux comprendre si c'est ça, si ce qu'elle dit est vrai, je peux comprendre que ça l'ait heurté. Bon, bah, écoutez, de toute façon, on peut pas. Moi, je l'ai pas vu. Moi, moi non plus, j'ai pas vu, donc je vais pas en faire une critique. Par contre, j'ai vu passer un commentaire là et ça m'intéresse. C'est Shakiour qui dit, ouais, bah, en fait, quand Caris a fait son film, il n'y avait pas de cliché et ça n'a pas fait de tapage. Alors, j'ai pas vu encore non plus le film de Caris, mais où ça c'est un film, mais du coup, C'est un film. ouais, mais en fait, c'est ça aussi qui m'embête. C'est-à-dire que on arrive à faire énormément de bruit pour les trucs qu'on n'aime pas. Et en fait, les trucs qui sont bien, et ben, c'est silence radio. Et moi, ça m'agace un peu. Là, il y a des réalisateurs noirs qui ont sorti des films au cinéma. Quand on sait la difficulté que c'est de réussir à produire un film, de le mettre en salle. Et en plus, ce sont des bons films. Très bon. Et ces films-là, ils ont fait des bides, quoi. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entrées. Et ça me fait mal. Mais non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Les Rascals, super film, eh ben, peu d'entrées. Le Marchand de Sable, un film, ça a été une claque, j'ai adoré. Ben, très peu d'entrées, très peu de gens qui en parlent. Ouais, c'est même Saint-Omer, tu vois, on a quand même une réalisatrice noire qui a obtenu un prix à la Mostra de Venise. Donc c'est comme l'équivalent du Festival de Cannes, quoi. Et en fait, les gens vont pas voir. Et là, il n'y a pas de bruit. Il y a la série, parce qu'on parle là, on parle des Maghrébines et tout. La série Oussekine sur Disney+. Disney+, c'est quand même pas mal de gens qui l'ont. Au scénario, on a Faiza Gen, l'écrivaine. On a Lina Swalem, on a Cédric Ido. On a une série que je trouvais excellente sur l'affaire Oussekine, sur les violences policières. Et ben là, il n'y a pas de personne n'en parle. Il n'y a pas de bruit. De nuancer le propos. C'est vrai que ce que tu dis est juste par rapport au fait que des films produits par des Noirs ou des Arabes n'aient pas de gros succès. Je vais prendre un exemple pour ce qui concerne la partie arabe. Il y a un film qui s'appelle Héliopolis qui est sorti malheureusement pendant le Covid, qui parle des massacres du 8 mai 45, après juste au moment de la fin de la guerre mondiale, quand en Algérie les Français vont arroser la population algérienne où il y a plus de 40 000 morts. Ce film est très bien fait, bien réalisé, standards internationaux, une belle direction de photographie, bon scénario, des personnages attachants. Des personnages justes, sont pas caricaturaux, le film ne fait pas de bruit parce que précisément il est bon. La question de savoir si les bons films marchent bien, je suis d'accord qu'ils ne marchent pas bien les bons films. J'en veux pour preuve que je prends dans un autre registre, Guillermo del Toro quand il sort son Labyrinthe de Pan, qui fait référence à la fin de la guerre d'Espagne, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il marche pas au cinéma du tout. Moi je l'ai vu au cinéma, mais il marche pas. Et ça devient un véritable phénomène de société a posteriori, comme Pulp Fiction n'a pas marché au cinéma. Il a été rattrapé grâce au prix qu'il a obtenu à Cannes, et c'est parce qu'il a eu Cannes qu'il a marché. Sinon avant c'était un bide. Donc les bons films sont pas forcément mauvais parce qu'ils sont pas forcément ne marchent pas parce que c'est pas seulement il y a des noirs ou des arabes ou hispaniques qui les font. C'est parce que quand un film est bon en général, il parle pas à un grand public. Et je veux maintenant l'exemple inverse. Zen Patsy par exemple, quand elle fait ses films, c'est un carton plein en production américaine, distribution américaine avec des centaines de copies. Mais et plus récemment, un film qui est vraiment sur un gros blockbuster, et personne n'attendait un succès phénoménal. Moi, j'attendais un vrai succès, mais pas à ce point. Black Panther. Quand Black Panther sort en France ou au monde, dans le monde entier, c'est le deuxième plus grand succès de Marvel quand même. C'est pas rien. Et ce qui est intéressant, je l'ai vu moi une fois au cinéma, mon frère y était différemment, c'est que les gens qui allaient le voir d'origine africaine y retournaient. Donc ça a contribué au succès du film parce que ça avait une image positive, fantasmée évidemment, c'est de la science-fiction, des Africains. Et ça faisait rêver. Et puis l'acteur était très bon, il était classe, il faisait africain pour le coup. Donc tous ces codes comme ça de communication ont fonctionné. Alors évidemment, quand on a un blockbuster, la distribution est garantie, le succès est assuré, les affiches sont partout. Quand c'est des films un peu plus discrets, un peu plus comme la série par exemple de Malik Oussekine, on l'a reçu à la radio le réalisateur, évidemment que c'est un bon film.
C'est une histoire vraie en plus. On parle des voltigeurs, de la sauvagerie policière, d'un petit jeune qui était un très bon élève, étudiant en agronomie, qui est assassiné gratuitement par rapport aux manifestations de 86 de Vaquet, par rapport à cette fameuse réforme scolaire. Et ça a arrêté d'ailleurs la réforme. À la suite de ça, un mort, c'est gentil. Eh bien, la série ne pouvait pas marcher parce que il n'y a pas de polémique. Il y a un film qui a marché grâce à la polémique, mais c'est une polémique, c'est ce qu'on appelle le bad buzz, parce que les anciens de la guerre d'Algérie n'ont pas aimé. C'est le fameux Indigène. Pourtant, ce film est très light. C'est pas un truc, il est pas violent. Quand on le voit, c'est gentil. Hein. On a Jamel Debbouze qui renversait la France pour partir de la guerre. Ça, c'est un peu difficile à gober parce que la Seconde Guerre mondiale, les Africains et les Maghrébins voulaient pas y aller. Hein. Mais c'est quand même un film qui a marché parce qu'il y a eu la haine de l'extrême droite qui l'a alimenté. Et là, en l'occurrence, cet autre bad buzz par rapport à Nawel Belmadi, c'est que, semble-t-il, maintenant, comme j'ai pas vu, je vais pas critiquer, parce que ça se trouve c'est formidable, j'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a heurté les sensibilités. Après, je ne crois pas que Nawel Belmadi soit une imbécile. Je pense que quand elle passe l'histoire du Ramadan, c'est parce qu'on appelle Ramadan, donc elle est stratège. Je pense qu'elle a vu des films qui ont cartonné en Afrique du Nord dans des périodes de Ramadan, elle le savait très bien. Et je pense que de tordre le cou des clichés, ou peut-être d'exagérer les clichés, elle savait que ça allait heurter, donc de faire parler de son film. Bilan des courses, c'est un succès phénoménal. Contre Malik Oussekine, même avec des affiches dans le métro, ça n'a pas marché. Donc c'est vrai que la polémique est porteuse et que comme Maître Gims qui va vendre un album derrière, le fait de dire une connerie ou de faire une connerie, ça a toujours un intérêt pour les personnes qui le font. Et je suis persuadé que c'est peut-être sans doute l'intention des deux, parce que ce reste des artistes qui ont quand même le sens de la communication. Ouais. D'ailleurs, Marchand de Sable, c'est un réalisateur qui vient de Cergy. C'est un jeune c'est l'ami de mon ami, c'est pas mon ami. Moi, j'ai été le voir 2 fois. C'est un superbe film. Saint-Omer aussi. Franchement, moi, j'ai l'impression que, pour avoir vu aussi le film de Caris, ces films-là où c'est beaucoup de violence. Ah, mais franchement, le film de Caris, à un moment donné, il se passe un truc avec un animal, avec un chien. Je crois que maintenant, depuis que j'ai 40 ans, je suis trop sensible. Hein. Et j'étais vraiment. Ah, ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Et Caris, pour le coup, je trouve qu'il a été bon sur ce film-là. Il a vraiment une tête de méchant. Mais effectivement, ce serait intéressant d'aller sur le site, l'Instagram de Ciné Club Afro, où il y a pas mal de films, pas mal de critiques, où c'est bien détaillé. Où c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Samba pour le film Athéna. On a pu échanger, etc. On a pu discuter sur ce film-là aussi, Athéna, qui était vraiment. Voilà, il y avait des choses à dire sur le film Athéna. Mais celles et ceux qui veulent avoir la liste des films bien détaillés et que vous puissiez voir des films intelligents, allez sur Ouais. En fait, Ciné Club Afro, c'est un podcast que je fais avec mon collègue Essimi Mevege, qui est spécialiste du cinéma afro-américain, spécialiste de la culture afro-américaine, même en général. Et en fait, toutes les 2 semaines, on prend un film. En général, on prend les films ou les séries qui sont sur les plateformes, mais de temps en temps, on fait exception, on prend les films qui sortent en salle et on débat sur le film, on l'analyse. Et de plus en plus, on arrive à amener des invités, des gens qui ont participé à ces films ou qui sont des spécialistes. Par exemple, jeudi dernier, on a parlé du documentaire sur Puff Daddy qui est sur Netflix et on a invité Stevie de Music Feelings. La prochaine room qu'on fait, c'est avec Aïssa Maïga, parce qu'il y a un film qui sort la semaine prochaine. Donc voilà, nous on enregistre nos podcasts sur l'application Clubhouse. Et donc voilà, là-dessus, si vous nous suivez, vous serez au courant des sorties de qualité. On organise même des projections pour montrer des films qui ont été peu vus, donc des films de Spike Lee, de John Singleton, etc. quoi. Donc voilà, j'en profite pour faire ma petite pub, mais j'ai envie de dire voilà, si vous en avez marre des mauvaises séries, des mauvais films, tout ça, bah, suivez notre compte et nous on vous présente les bons films, les bonnes séries. Après, si vous ne les avez pas trouvés bien, bah, venez en débattre avec nous et expliquer pourquoi, dans un cadre tranquille, il n'y a pas d'hystérie, il n'y a pas de rageux, machin, on argumente seulement. J'allais dire un truc par rapport à ça, justement. C'est bien que le cinéma afro intègre aussi le cinéma américain, nord-américain, parce que Spike Lee, Singleton, mais il y a tout un tas de réalisateurs extraordinaires, parce que vraiment, aux États-Unis, le niveau des Noirs américains en matière de
d'art et de culture. Il a un niveau hallucinant. On parle que de musique, mais c'est très réducteur. Singleton nous a fait des chefs-d'œuvre. Moi, j'ai tous vu les Singleton, j'ai adoré. Et il a même fait des clips. Hein. On se rappelle du clip, j'en ai parlé tout à l'heure de Remember the Time, c'est encore lui. J'ai des signatures incroyables. Je parle même pas de Spike Lee, même si j'ai pas tout aimé dans ce qu'il faisait. Ce qui est génial, c'est qu'il a bousculé Cocotier, ou même Malcolm X. J'ai pas aimé le traitement de Malcolm X, mais ça reste quand même du grand cinéma. L'école américaine a produit vraiment des réalisateurs de très haut niveau. Les Anglais, c'est pareil. On voit bien le dernier en date qui cartonne, qui fait la série Twilight Zone, et qui fait des films d'horreur au cinéma, je sais pas son nom, qui est très très bon d'ailleurs. Jordan Peele, c'est un copain qui vient de me dire. Jordan Peele, par exemple, il est extraordinaire. Il est non seulement réalisateur, mais scénariste. C'est lui qui a pondu des scénarios de dingue. Ils sont très très bons maintenant. Et ces gens-là sont de véritables lumières pour l'Afrique. Après, concernant l'Afrique en elle-même, ils se sont enfin, depuis une quinzaine d'années, émancipés. Les Africains font des séries africaines avec des codes africains. Et elles font un carton. Les Nigériens en particulier, il y a une véritable industrie du cinéma qui est en train d'être là-bas. L'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de productions, que ce soit c'est pas Sénégal, mais surtout Côte d'Ivoire, je crois, si je me trompe pas. Il y a plein ou Béninois, il y a plein de qui font un carton et grâce à ces nouvelles plateformes, elles peuvent s'exprimer. Donc j'aurais dire effectivement, moi ça m'intéresse cette histoire de film afro enfin je sais pas comment s'appelle l'organisation. Comment Le Ciné Club Afro. Le Ciné Club Afro, voilà. C'est très bien parce que moi je suis passionné par ça et puis vraiment, et moi sur mon domaine de prédilection qui est la bande dessinée, par exemple les dessinateurs, il y en a un qui est un des meilleurs dessinateurs aux États-Unis, c'est un noir. La première fois que j'ai vu sa tête, je suis tombé par terre parce qu'il a comme ça un noir américain, on se rend pas compte, c'est pas qui il est. Il y a beaucoup de latinos, mais à l'époque c'était surtout les juifs qui se restaient la bande dessinée, puisque c'est ceux qui l'ont littéralement lancé le comics. Mais après ils ont fait rentrer des Italiens, et beaucoup. Après des latinos, il y a une légion et beaucoup d'Européens. Mais là j'ai vu des types qui étaient d'origine africaine, enfin pas africaine, oui de fait, mais des noirs africains. Quand j'ai vu leur tête, c'est lui qui dessine ça, un mec qui faisait Black Panthers. Le niveau est un niveau top. J'ai jeté toutes ces BD sans savoir qui il était. Et après j'ai compris qu'il y a une véritable démocratisation de la bande dessinée aux États-Unis et tous les arts en général. Vraiment, les Noirs africains aux États-Unis montrent une véritable puissance créative qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore 30 ans. Là, vraiment, ils sont partis. Parce qu'on les réduisait au basket, au foot américain ou à la musique, ce qui était extrêmement réducteur. Mais ils ont investi tous les champs de la société, même les affaires. C'est vraiment des gens qui sont très, très créatifs et ce sont je pense, des modèles en termes de personnalité, de conviction, parce qu'ils font face à du racisme violent aux États-Unis. Mais ils ont éclaté littéralement le fameux plafond de verre aujourd'hui. Ce sont de véritables, particulièrement d'ailleurs les Haïtiens, qui sont vraiment excellents aux États-Unis. Ce sont de véritables créatifs et il faut tenir compte de cette puissance. Hein. C'est très très intéressant. Merci 2353. Je crois qu'on a fait le tour. On aurait pu même glisser vers le cinéma. C'est vrai que même dans le cinéma, on pourra parler de la place maintenant des acteurs maghrébins ou noirs qui changent un petit peu. Maintenant, c'est plus le Mamadou qui a volé un steak à Carrefour. On a des vrais rôles avec. En fait, moi, j'ai par exemple ma petite sœur, elle regarde sur Netflix, elle regarde que Bollywood, pas Bollywood, Nollywood. comment ça s'appelle Nollywood. Elle regarde que ça. Et je dis, mais Mariam, pourquoi tu regardes que ça? Elle me dit, mais moi je regarde, je soutiens. Je dis, oui, mais il faut tout regarder, justement, pour avoir une critique. Mais si tu regardes que ça, tu vas pas. Moi, j'aime bien regarder. Bon, après, le problème, c'est que ces histoires, c'est que des histoires d'amour. Donc, moi, ça va. Ouais, il y a d'autres choses aussi, hein, parce qu'elle, après, elle regarde. Il y a d'autres trucs que l'histoire d'amour. D'histoires d'amour, Il y en a beaucoup, mais. Un héritier qui se marie, et puis après, il faut la sorcellerie. Bon. À un moment donné, non mais c'est vrai que, en tout cas, il y a quelque chose sur les nouvelles plateformes, c'est super intéressant. Et dans les séries américaines, il y a d'autres Rockefeller Center. En tout cas, il y en a un par exemple que j'ai beaucoup aimé, un film hollywoodien qui s'appelle, je crois que c'est Akunde ou Akunde, je crois. Ouais. Vraiment. Et là, pour que c'est pas une histoire d'amour, c'est l'histoire d'un mec qui a fait des études et qui trouve pas de travail et qui décide de retourner d'aller dans un village pour mettre son intelligence au service du village. Et franchement, c'est super film, super marrant, super leçon et tout. T'as des trucs de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires d'amour, des films d'horreur bizarres.
Oh là 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 là, franchement, Quand, non, mais quand c'est bien, mais t'en as vu un, t'en as vu un, t'en as vu 700, hein, je te le dis. Par contre, il y a un truc. Moi, quand j'étais petit, vous étiez pas né, évidemment. Quand j'ai regardé dans les années 70 une série qui m'a marqué, mais vraiment, on l'a acheté le DVD après, réalisé par, pas réalisé, mais qui a écrit, qui a scénarisé pour le coup, un roman qu'il avait fait en 2 tomes, qui s'appelait Racine, Roots en anglais. Ah oui. L'auteur s'appelle Alex Haley. Et quand on regardait cette série, c'était vraiment extraordinaire. Et il claque parce qu'il est remonté dans ses vraies racines. Donc c'est très poignant, beaucoup de violence évidemment par rapport à l'origine de l'esclavage, à la traite négrière, au champ de coton et tout le reste. Mais c'était un des premiers à avoir osé une véritable histoire autobiographique, une véritable saga familiale, qui est une réussite totale et que j'ai regardé avec un plaisir incroyable. Et il a ouvert la voie. Mais par rapport à la question que les Noirs et les Arabes aujourd'hui en France, puisqu'on va parler de la France, ne sont pas réduits à des clichés, s'ils le sont toujours. Hein. Ce qui fait qu'ils se sont émancipés, c'est qu'ils sont partis aux États-Unis. Je veux dire que ce soit Saïd Tagmaoui, qui n'est plus devenu un racaille de cité, mais un acteur à part entière, que ce soit Omar Sy, que ce soit tout un tas d'acteurs comme ça, africains subsahariens, qui sont partis aux États-Unis, qui font un carton maintenant, Elba par exemple, tous ces gens-là se sont émancipés aux États-Unis. C'est-à-dire que leur libération est obtenue par un pays qui est ultralibéral, c'est vrai, mais qui laisse l'expression de la personne, si elle choisit un rôle, pouvoir s'exprimer dans ce rôle si elle est bonne actrice. Et en l'occurrence, ce sont de bons acteurs. Donc c'est vrai que ces questions de racisme sont toujours présentes, mais en France, le CNC ne profite qu'à leurs petits copains. Quant aux Arabes et aux Noirs, si on répond pas au cliché de la racaillucité, ça passe pas. J'en réponds preuve, je prends juste un exemple très concret pour m'en raconter un peu. La télévision française ne veut pas de moi. Pourquoi? Parce que je corresponds pas au cliché qu'ils attendent de nous, à savoir soit la racaillucité, soit le barbu qui réfléchit pas, qui choisit, soit le type violent, soit le type avec l'accent. J'ai rien de tout ça, donc je ne peux pas être bankable parce qu'effectivement, je mets en difficulté leur méthode agressive de construction d'une image qui est déconstruite par mon discours. Donc, on a toujours cette idée-là qu'il faut rester à sa place et la France a besoin de mettre quelqu'un dans une case pour se rassurer. Tant qu'on est dans sa case et qu'on ferme sa bouche, qu'on est un bon petit toutou qui accepte notre condition sociale imposée par des structures racistes, tout va très bien. Donc, c'est vrai que l'émancipation, et c'est ça qui est paradoxal, se fait par des pays comme les États-Unis, qui sont des pays qui ont été les plus sévères racistes avec l'apartheid à l'époque, enfin l'apartheid, la ségrégation, puisque chacun son apartheid, hein, la ségrégation américaine, et qui aujourd'hui, malgré tout, laisse la possibilité à des gens, et ça a été dur, c'était une lutte, hein, de pouvoir s'exprimer. Donc c'est ce qui fait la différence, et je pense que c'est intéressant de tenir compte de cette réalité. Par contre, moi, je suis une batterie très basse. Ouais, Voilà, donc... attention, 23h58, 22, 23, presque 3 heures. Hein. Ah bah, du coup... C'est une performance. Non, mais il y a tellement de choses à dire. Ouais, c'est clair. Il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas, ce fut un plaisir. Je me permettrai de couper quelques scènes et les mettre un petit peu j'aime bien mettre des fois des trucs sur Facebook ou même sur mon Insta. Je vous invite à aller sur la page, sur l'Insta de Samba, qui est, c'est quoi ton truc déjà? Alors, mon compte à moi ou le compte du Ciné Club Afro? Ciné Club Afro. Ah, bah, Ciné Club Afro, comme ça se prononce, Ciné Club Afro, et mon compte c'est Samba tiré du bas de Kouré. Voilà. Ok, top. Merci à toi. Et Gamal, qu'on peut retrouver sur RT France, si je ne me trompe pas, sur Beurre FM. RT France, malheureusement, ils viennent d'être liquidés. Par contre, ils vont revenir, hein, je ne m'inquiète pas pour eux. Ils ont une force de frappe énorme au niveau financier. Une chaîne qui fait 30 millions de dollars de budget, ça va, elle peut revenir. Ensuite, j'étais ce soir sur le Marlebia, sinon je vais sur RTV, sur France Maghreb 2, Beurre FM, Al Jazeera, le Marlebia, RT Arabique, par contre, je suis régulièrement. AL24 News, la chaîne algérienne internationale. Canal Algérie, je suis un peu partout, hein, je suis assez réclamé. Je fais pas la chaîne internationale, pas en France, on ne veut pas de moi, mais bon, ça me dérange pas outre mesure, parce que franchement, c'est pas ce qui me manque le plus, la France. Hein, vraiment, si je peux m'exprimer à destination Afrique Média, j'ai oublié, c'est là où je suis le plus vu, évidemment. Là, c'est 250 millions de spectateurs, donc c'est une grosse machine de guerre. Très impressionnant d'ailleurs, parce que beaucoup de gens que je rencontre dans la rue me parlent d'Afrique Média, ce que je ne mesurais pas. Mais sinon, ouais, c'est à peu près dans ces canaux de développer un discours qui soit inclusif et de lutter contre le racisme occidental qui a été créé en Occident et qui voudrait nous mettre dans la tête. Vraiment, ça c'est pas destination des Arabes, on sort de ce délire débile qui ne nous regarde pas. L'Afrique est une et indivisible, je dirais, le répéterai systématiquement. Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on a battu le record, 3 heures de live. Battu le record. On essaiera de faire 4 heures de live la prochaine fois. Merci à vous.
Merci. Plaisir. Et vraiment, c'était un plaisir. Et j'ai un peu migré sur mes positions en écoutant Samba et Gamal. Donc, c'est plutôt bien. Parce dans la vie, on n'a pas de certitude. Hein. On est toujours là pour échanger, pour discuter. Donc, c'est intéressant. Et je voulais dire aussi à Eva, qui est venue tout à l'heure et quand Gamal a dit qu'en Afrique, au Soudan, au Soudan, il n'y avait pas de pyramide. Tu as rectifié, tu as dit qu'elle, pas, t'as rectifié, en fait, elle est partie, elle n'a pas entendu l'ensemble de ton propos. Tu as dit qu'il y avait 300 pyramides au Soudan. Donc, Mais voilà. Donc, on l'appelle la haute Égypte. quand- voilà. La haute Donc, Égypte. donc c'est important quand on écoute quelque chose, d'écouter jusqu'au bout, parce que après, si on raccourcit les choses et puis on dit, ah, il a dit ça et ça me plaît pas, ben, en même temps, on n'est pas là pour, enfin, la vérité, des fois, ça fait mal. Mais bon, c'est important d'avoir la vérité. Messieurs, belle soirée. Merci à vous. À très bientôt et au Et à plaisir. très bientôt. Au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Et au revoir aussi à tout le monde, ceux qui étaient là jusqu'à minuit. Ouais. Faut pas oublier. Merci à vous.